Amis auditeurs, bonjour, vous êtes bien sur Méridien Zéro, Roberto à la barre pour cette nouvelle émission de l'Écho des Canuts. Je reçois aujourd'hui Laurent Ozon. Laurent Ozon, bonjour. Bonjour. Alors, une émission que nous avons sous-titrée Épidémondialisation, et dans laquelle nous allons essayer d'évoquer de manière plutôt assez sommaire et rapide une première partie sur la pandémie du Covid-19 et surtout une partie que j'espère beaucoup plus conséquente sur les conséquences possibles sur la société française et la remise en cause de la démondialisation. Alors Laurent Ozon, première question, quel regard portez-vous sur l'arrivée de cette pandémie en Chine et son traitement par le gouvernement chinois? Je porte un regard de. Enfin, d'abord, j'ai assisté très tôt en fait. Je fais un travail, si vous voulez, d'analyse permanent. Donc, je reçois des brefs scientifiques du monde entier tous les jours. Donc j'ai été, comme tous les gens qui font ce travail-là, j'ai été informé très tôt de l'existence de cette pandémie. Alors pas aussitôt probablement que les autorités chinoises, mais enfin dès que des publications scientifiques ont commencé à sortir, j'étais au courant. Et on va dire à partir du 15-20 janvier, j'étais à peu près fixé sur les caractéristiques générales de cette pandémie. J'avais d'ailleurs fait une réponse, un papier sur Cora qui a été assez largement repris, qui a été publié le 27 janvier et qui anticipait à peu près tout ce qu'on a vu depuis, c'est-à-dire en gros les caractéristiques générales du virus, ses caractéristiques épidémiologiques, les anticipations sur ce qui allait très probablement se passer en termes de saturation des hôpitaux et des systèmes sanitaires, etc. Puisque c'est une épidémie qui a plusieurs caractéristiques, mais sa caractéristique est la plus importante, c'est pas tant son taux de mortalité, même si aujourd'hui il semble quand même beaucoup plus important que celui de la grippe, entre 20 et 40 fois plus fort que celui de la grippe, c'est surtout le nombre de cas graves qu'il génère et donc la saturation des problèmes des systèmes sanitaires en fait qu'il entraîne mécaniquement. Et cette crise en quelque sorte cette crise-là, en fait, cet aspect-là, débouche sur une crise logistique en fait majeure pour les pays qui sont touchés. Et donc, en fait, j'ai vu se mettre en place cette épidémie en Chine. J'ai anticipé qu'elle arriverait bientôt en Europe, puisque à l'époque, on continuait à faire atterrir des avions tous les jours en provenance des zones qui étaient les foyers épidémiques. Donc, il n'y a pas de raison que ça se tasse. Et puis j'ai assisté, comme tout le monde, si je puis dire, à la politique menée par le gouvernement chinois, c'est-à-dire une politique extrêmement dure, ferme et relativement rapide une fois qu'est passée, je dirais, une considération, parce qu'ils ont été comme tout le monde d'une certaine façon. On est tous aujourd'hui en train de dire qu'ils ont été extrêmement efficaces, ils ont désinfecté les rues, ils ont confiné les gens chez eux, tout ça. Tous les gens étaient très impressionnés par la politique menée en Chine, mais enfin il y a eu des cafouillages au départ, comme partout, notamment par exemple le maire de Wuhan qui a dévoilé près de 3 millions de personnes avaient quitté la zone juste avant la fermeture en fait le verrouillage de la zone, le lockdown de la zone en question. Donc il y a eu des cafouillages en Chine, mais une fois que les cafouillages sont passés, on va dire qu'ils s'étaient mis sur les rails et là toute l'efficacité de la société chinoise a pu montrer, a pu se mettre en œuvre en quelque sorte, c'est-à-dire d'abord beaucoup de discipline chez les gens, ensuite beaucoup de contraintes, beaucoup d'autorité de la part du gouvernement, des moyens technologiques à la hauteur, des moyens de production, notamment de production de moyens de protection efficaces. Ils ont en plus eu la chance, entre guillemets, c'est-à-dire que l'épidémie s'est pas déclarée simultanément partout, elle avait un foyer, donc ce foyer c'était la province de Hubei avec la ville de Wuhan, et donc pendant un certain temps ils ont pu en fait utiliser leurs poumons extérieurs, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé toutes les provinces et toutes les zones qui étaient autour, ailleurs en Chine, pour faire venir des soignants au fur et à mesure que les soignants sur place tombaient malades, pour faire venir des moyens au fur et à mesure que les moyens sur place étaient bloqués, etc., etc. Bref, donc en fait, ce qu'on a vu se dérouler en Chine, c'est à peu près finalement avec un temps de retard ce qu'on a vu se développer en Europe, à ceci près que en Europe, nous avons des caractéristiques générales de société qui nous rendent, on va dire, a priori comme ça, moins aptes, moins efficaces dans la lutte contre ce genre de pandémie.
D'abord parce nous vivons dans des sociétés qui sont des sociétés plus hétérogènes et avec donc un comportement social moins normé, c'est-à-dire des gens qui ont des comportements sociaux plus relâchés en quelque sorte, moins soucieux du collectif. Il y a chez les Chinois aussi une forte organicité, c'est-à-dire un comportement très organique. Les Chinois sont très non seulement disciplinés, mais en plus ont la conscience de la responsabilité des autres, ce qui évidemment dans des sociétés très individualistes comme les nôtres est beaucoup moins le cas. Ils ont aussi un pouvoir très centralisé et capable de prendre des décisions extrêmement brutales, ce qui évidemment n'est pas non plus le cas de l'Europe, où là les gouvernements sont plus, on va dire, soumis, exposés en quelque sorte au feu de la critique des médias, des oppositions politiques, etc. Et donc avec la nécessité de composer en permanence avec des contraintes de type pression de l'opinion, etc. Puisque évidemment les contraintes électorales et politiques pèsent toujours in fine sur les décisions des politiques. Et donc pour toutes ces raisons-là et pour quelques autres, ce qui s'est mis en place en Chine très tôt et ce qui a permis à la société chinoise de réagir extrêmement vigoureusement et avec généralement une bonne efficacité malgré tout, a beaucoup de mal à se mettre en place en Europe. Mais donc pour répondre à votre question, comment j'ai vu se mettre les choses, comment les choses se sont mises en place en fait en Chine. Elles se sont mises en place comme ici, sauf que derrière, vous aviez en face une population très homogène, des Han, un gouvernement chinois très centralisé, des moyens techniques très disponibles avec des capacités de production très fortes, un système industriel extrêmement mobilisé, et derrière des comportements sociaux beaucoup plus respectueux, beaucoup plus normés, beaucoup plus obéissants, disciplinés. Et évidemment, là, on ne part pas tous à égalité face à une pandémie. C'est en tout cas ce que cette crise est en train de démontrer. Et du coup, le gouvernement français et Buzyn, dans sa communication, quand elle quitte le gouvernement, on l'a dit, elle a prévenu le gouvernement français. Et comment vous expliquez qu'ils aient minimisé ça et qu'ils appelaient ça une grippette? Comment vous pouvez l'analyser au regard de la veille sanitaire que vous avez pu mettre en place? Alors bon, il y a plusieurs sujets dans votre question. Le premier sujet, c'est la responsabilité d'Agnès Buzyn. La deuxième, c'est la réaction des pouvoirs publics dans le temps. Autant d'Agnès Buzyn, c'est-à-dire lorsqu'Agnès Buzyn était en charge et lorsque elle a été remplacée par Olivier Véran, qui en quelque sorte est venu prendre ses fonctions pour permettre l'exfiltration en quelque sorte d'Agnès Buzyn sur ce projet foireux de municipal à Paris, en remplacement de Benjamin Griveaux. Donc il y a plusieurs sujets. Donc, d'abord, concernant la responsabilité d'Agnès Buzyn, je pense qu'on ne peut pas s'en tenir à l'explication d'Agnès Buzyn sur le thème « J'ai prévenu tout le monde et personne n'a rien fait », parce que ça, je crois que c'est évidemment ni pas possible ni acceptable, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est elle qui était en charge du dossier, donc elle ne devait pas... je veux dire, les décisions qui étaient à prendre ne relevaient pas du président de la République, elles relevaient du ministère de la Santé, des autorités de santé. Et c'est elle qui était en mesure non seulement de le faire, mais de sensibiliser et éventuellement même de pousser pour que des décisions soient prises s'il était nécessaire de les prendre. Et comme elle semble aujourd'hui assez indignement rejeter la faute sur l'exécutif, en tout cas celui qui est resté en charge des responsabilités après son départ, on devra aussi, à mon avis, certainement s'intéresser à son rôle à elle, c'est-à-dire au travail qu'elle a fait ou plutôt qu'elle n'a pas fait. D'autant plus qu'elle a aggravé son cas avec son entretien dans Le Monde, puisqu'elle a expliqué en clair elle avait des informations inquiétantes très tôt, et donc si elle avait des informations inquiétantes très tôt et qu'elle n'a rien fait, en dehors d'envoyer un email a priori pour dire attention, ça pourrait faire mal, c'est qu'elle n'a pas assumé ses fonctions, et donc elle a sciemment, et pour des raisons probablement assez diverses, mis en danger la vie de dizaines de milliers de personnes. Donc voilà pour Agnès Buzyn. Mais bon, je pense qu'il y aura des suites judiciaires à tout ça et qu'on en saura probablement plus dans le futur. Maintenant, concernant l'exécutif et les décisions qui ont été prises, bon, il est toujours facile de parler derrière un micro et de faire des commentaires de sa salle à manger en confinement pour dire il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça. Bon.
je serais peut-être pas trop mal placé pour le faire, puisqu'effectivement j'avais fait un tableau assez précis de la situation dès le mois de janvier. Néanmoins, je serais probablement moins critique, ou en tout cas moins systématique dans la critique que la plupart des gens que j'entends s'exprimer sur le sujet, des opposants politiques en particulier. Pour une raison simple, c'est que les stocks, ce qu'on reproche en clair au gouvernement, il y a plusieurs choses qui sont reprochées au gouvernement. On lui reproche sa communication, on peut lui reprocher son manque d'anticipation, on peut lui reprocher son retard à l'allumage, et à chaque fois, ce sont des sujets différents. Donc je ne sais pas duquel vous voulez parler en premier, mais c'est en fait effectivement des sujets très différents. Sur la partie communication, oui, la communication de crise, c'est pas objectivement pas très simple. D'abord parce que il y a la communication que vous maîtrisez, puis il y a la communication que vous ne maîtrisez pas. Communication que vous maîtrisez pas quand vous êtes un exécutif, c'est celle des porte-paroles qui disent des conneries, et des conneries qui sont montées en épingle. Il suffit que, je sais pas, l'un ou l'autre dise quelque chose qui va un peu de travers, qui est pas très cohérent, pour que ça soit repris en boucle par tous les opposants et par des millions de personnes confinées, en colère, inquiets ou en opposition systématique, et que ça devienne viral sur les réseaux sociaux. Donc une communication parfaitement maîtrisée d'un exécutif dans une société occidentale très médiatisée, c'est pas un exercice très simple. Il y a qu'à voir. Oui. Non, je suis d'accord avec vous là-dessus. On l'a vu et vous l'avez même dit au début. Même la Chine, confrontée à cette situation compliquée, a mis un peu de temps à réagir. Et ça, on peut le leur concéder. Par contre, moi, ce sur quoi j'ai envie de vous interroger, c'est sur les foyers de la pandémie en France. Le cluster de Créteil, avec le rapatriement des ressortissants français en Chine, qui a priori a mal été géré et qui a été un premier foyer d'infection. Le match de foot de Lyon, qui a priori Lyon-Turin, qui est la deuxième souche de l'épidémie, c'est celle qu'on retrouve du côté de Mulhouse. Et puis là, pour moi encore plus criminel, c'est qu'aujourd'hui, au 1er avril, la frontière avec l'Italie est toujours pas fermée, ce que réclame Ciotti à corps et à cri. Donc là, on n'est plus sur du cafouillage, à mon avis, on est sur autre chose. Oui, alors sur autre chose, je sais pas. Enfin, on est en tout cas sur du retard à l'allumage, ça c'est clair. C'est quelque chose de comparable à cette histoire dont je vous ai parlé, c'est-à-dire celle du maire de Wuhan, qui laisse partir après avoir avancé en fait le confinement, très probable dans les jours qui suivaient, qui laisse partir et qui laisse fuiter plusieurs millions de personnes de la province de Wuhan, qui est un foyer épidémique majeur dans toute la Chine. Donc c'est comparable d'une certaine façon. C'est un retard à l'allumage, c'est-à-dire je pense qu'au départ, quand des informations ont commencé à arriver dans les oreilles des gens concernés, il y a eu probablement de la minimisation, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On sait qu'il y a qu'à regarder les enregistrements aujourd'hui pour voir que même des gens comme Raoult, qui est quand même plutôt une personne connue maintenant, mais qui est une personne qui connaît bien les systèmes épidémiques, et d'autres, plus ou moins compétents d'ailleurs, tout le monde était dans la minimisation et dans la banalisation globalement. Il s'agissait d'une grippe aggravée ou légèrement aggravée, tout ça n'était pas très très grave et on n'allait pas non plus paralyser le pays et l'économie mondiale pour des histoires pareilles. Donc, dans un premier temps, la perception qui en a été qui a été celle des gouvernements, je pense que c'est celle de la minimisation. Je crois qu'ils ne se sont pas du tout rendus compte de l'importance de la grippe, de la gravité, de l'épidémie, et que donc ils ont eu un retard à l'allumage et qu'ils se sont mis en branle très lentement avec des décisions dans le désordre, pas toujours très cohérentes, etc. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, hein. C'est-à-dire que personne ne vous dira le contraire, et je crois qu'on peut dire la même chose à peu près tous les systèmes. Si vous regardez l'actualité internationale, c'est exactement les procès qui sont faits par son opposition politique à Trump. C'est exactement la même chose qui est reprochée à Boris Johnson. Il y a à peu près que Angela Merkel qui s'en tire, et encore, qui s'en tire correctement. On lui reproche quand même des trucs, mais globalement, elle est assez relativement épargnée par rapport à d'autres chefs d'État ailleurs et d'autres gouvernements ailleurs. Ce que ça démontre simplement, c'est que la plupart des pouvoirs politiques dans le monde ont été globalement surpris. Et là, il y aurait peut-être effectivement une réflexion à avoir sur pourquoi ils ont été surpris. Alors, d'abord, ça démontre une chose, c'est que
dans des systèmes politiques assez différents, c'est-à-dire des démocraties parlementaires ou des systèmes autoritaires centralisés comme celui de la Chine ou d'autres, finalement, globalement, les élites politiques ont eu des retards à l'allumage, ont eu des problèmes d'analyse et d'évaluation du risque. Et ça ne fait que démontrer, en tout cas c'est ce que probablement l'histoire en retiendra, un problème de compétence ou un problème d'accès à de l'information objective, sourcée, et à un conseil scientifique, je dirais efficace, de la part de gouvernants. En clair, ça pose le problème du tri des élites, d'une certaine façon, dans la plupart des pays qui sont confrontés. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des gens qui sont correctement formés pour gérer des temps de crise? Est-ce qu'on a un personnel politique qui est capable d'envisager le tragique dans l'histoire? Est-ce qu'on a un personnel politique qui est capable de déclencher des réactions extrêmement dures si nécessaire, etc. On peut revenir aussi sur un point, c'est que, comme vous l'avez sans doute vu, cette crise a quelque sorte réhabilité Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot qui a été taillée en pièces à l'époque parce qu'elle avait pris des mesures qui ont été très décriées à l'époque, stockage de vaccins, stockage de masques, etc. Il y a eu de grosses dépenses qui avaient été faites. Et une des personnes qui critiquaient à l'époque Roselyne Bachelot pour pour ses dépenses exagérées, ses accointances avec les lobbies, Big Pharma, etc., parce qu'elle avait voulu prendre en quelque sorte des mesures de prudence que les gens jugeaient exagérées a posteriori. C'était Marine Le Pen, par exemple, qui lui avait reproché d'acheter trop de masques et qui lui avait reproché des dépenses excessives. Tout ça, évidemment, avec un procès d'intention derrière, qui était Roselyne Bachelot a servi la soupe au lobby. Donc, je fais pas le procès des opposants politiques, ni d'ailleurs de Roselyne Bachelot. Je dis simplement que ça devrait nous interroger en tout cas sur les processus d'abord de tri de personnel politique, de fabrication des élites, notamment chez nous, ça il n'y a pas de doute. Ça devrait aussi probablement amener, si en tout cas ils avaient la modestie et l'humilité de le faire, un certain nombre d'opposants politiques qui ont de très grandes gueules quand il s'agit de critiquer et de mettre en question les décisions qui sont prises par un exécutif en prise avec l'épidémie, de se rappeler que la critique est facile, mais que l'exercice du pouvoir dans ce genre de situation est pas très simple. Comme vous le voyez, je suis pas extrêmement brutal à l'égard du pouvoir en place. Je sais que vous devez imaginer ce que j'en pense à peu près, pas beaucoup de bien, mais je pense qu'on peut pas objectivement, s'il y a beaucoup de choses à reprocher à ce pouvoir, des incohérences de communication, un retard à l'allumage et pas mal d'autres choses, je pense pas qu'on puisse aller au-delà, je dirais, de ce genre de critique. Et je pense qu'il faut garder un minimum de bonne foi. Je crois qu'on est tout simplement dans des sociétés qui se sont, d'une façon générale, au-delà, je dirais, du gouvernement d'Emmanuel Macron, voilà, on est dans des sociétés qui se sont globalement orientées vers une sorte d'immédiateté, d'horizontalisation en quelque sorte de leur horizon politique et de leurs horizons d'action d'ailleurs, et donc on était incapable de penser le long terme, on était incapable de penser le tragique, on était incapable de penser la crise, on est incapable de penser en fait et d'anticiper des phénomènes systémiques, parce que au niveau de la famille comme au niveau de l'État, à tous les niveaux, on est toujours la plupart des gens sont toujours happés par le quotidien, par des contraintes du quotidien, et que quand quelque chose de lourd, de massif, de brutal et d'imprévisible vous tombe dessus, imprévisible d'ailleurs entre guillemets, vous avez toujours un temps de réaction qui est des prises de décision qui sont pas forcément toujours optimales. On pourrait comparer la décision du gouvernement, vous allez me dire que décidément je suis vraiment peu sévère avec lui. On pourrait comparer les prises de décision des gouvernements, les couacs du gouvernement au comportement de centaines de milliers de familles dans les mégapoles qui sont partis se réfugier dans leur baraque dans leur maison en province, ou retrouver leur mère, leurs parents, etc., à qui ils ont d'ailleurs transmis le virus, et qui ont pas mal de personnes contaminées comme ça, et qui ont contribué à diffuser l'épidémie un peu partout sur le territoire. Vous pouvez rapprocher
je dirais le manque d'anticipation et les comportements absurdes au niveau de la famille et les prises de décision qui sont faites par le père de famille et la mère de famille ou par la famille, de décisions absurdes qui ont été prises par des responsables sportifs, par des journalistes, par des gouvernants, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde a pris une mauvaise décision et que le nombre de personnes qui étaient capables d'anticiper ce genre de situation et de l'anticiper de façon drastique, c'est-à-dire en étant capable d'avancer des solutions extrêmement brutales très tôt, et a toujours été très... Enfin, ce sont des gens qui sont en minorité partout, quoi. Enfin, je veux dire, on est dans des sociétés où ce type de personnalité, où les gens capables d'anticiper le brutal, le lourd, le tragique, sont globalement des oiseaux de mauvais augure ou souffrent en général du syndrome de Cassandre. C'est-à-dire que en général, on évite dans l'atmosphère à la Murray dans laquelle nous vivons, de consommation, de joyeuseté, et puis dans cette atmosphère-là, ces profils psychologiques-là, on va dire les gens plutôt d'un naturel vigilant, anxieux et capables d'anticiper ce genre de situation, sont en général des gens qui sont assez peu écoutés, mais c'est pas totalement anormal. Et c'est valable, encore une fois, je vous le dis, c'est valable au niveau des gouvernements, comme au niveau des familles, au niveau des collectivités, des maires, etc. Je veux dire, typiquement le maintien du premier tour des élections municipales, je peux vous le dire, il y a la plupart des dirigeants de l'opposition, même la quasi-totalité des dirigeants de l'opposition étaient favorables au maintien du premier tour des municipales. La totalité, je vois pas une seule personne qui s'y soit opposée. Pas une. Laurent, donc ça veut dire que, non mais ce que je veux dire par là, c'est que à l'époque, moi j'étais déjà 3 semaines avant, j'avais anticipé le fait qu'il ne fallait pas le faire, c'est-à-dire qu'il fallait annuler le premier tour des élections municipales. Je l'avais d'ailleurs suggéré à un certain nombre de personnes qui m'avaient téléphoné à l'époque, etc. Mais c'est absolument pas ce qui a été fait. C'est-à-dire que la quasi-totalité du personnel politique, toute sphère politique confondue, ne s'est pas élevée, voire a parfaitement suivi le mouvement pour le maintien du premier tour des élections municipales. Alors au-delà de cette histoire de stade de foot, bon ok, mais le premier tour des élections municipales, c'était une connerie mais monumentale. Ce que je voulais dire, Laurent, c'est que, en tout cas, le gouvernement, il est pas seul quand même. Il a une haute administration, il a des gens qui sont quand même censés l'aider à décider. Et peut-être que là, on peut pointer du doigt, alors ou des difficultés de protocole pas adaptées. C'est ce que certains ont l'air de dire en disant bon, on n'était pas prêt à cette évolution rapide. Et puis surtout pointer l'idéologie qui accompagne les prises de décision, parce que forcément toute cette idéologie libérale de ne pas fermer les frontières, etc. On peut l'incriminer aussi. Oui, l'idéologie d'une façon générale, quel que soit la façon dont elle fonctionne et le type d'idéologie. L'idéologie, quand il faut prendre des décisions rationnelles, c'est de toute façon un handicap, c'est un biais, c'est évident. D'une façon générale, le pragmatisme est la meilleure dans ce genre de situation. Le pragmatisme est la meilleure approche possible. Est-ce qu'on a eu affaire à des gens trop idéologues et qui ont en quelque sorte retardé la prise de décision par, comme vous le sous-entendez, sans frontières, une sorte d'idéologie, sous la pression d'une idéologie, conditionnement d'une idéologie internationaliste, sans frontiériste, libérale, mondialisatrice? Oui, c'est possible. On peut aussi se poser la question de savoir quelle idéologie, pour revenir sur le sujet, quelle idéologie a empêché des opposants politiques qui sont censés former une alternative à ce type de personnel politique, sont restés favorables au maintien du premier tour des élections municipales. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, l'idéologie, d'une façon générale, pour tout le monde, c'est un frein à l'analyse rationnelle et pragmatique des situations. Et effectivement, de ce côté-là, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a non seulement, il y a eu des cafouillages et des erreurs de fait. Comme je vous l'ai expliqué, c'est pas une spécialité française, puisque c'est à peu près le cas. C'est à peu près le cas partout, y compris d'ailleurs en Chine, qu'on vante beaucoup pour son efficacité, etc. Donc oui, il y a effectivement des cafouillages qui ont été faits. Est-ce que l'idéologie a bloqué ou empêché les prises de décision rationnelles? Je crois que oui, et ça paraît évident, d'ailleurs en Chine aussi. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse de Hong Kong et plus tard dans la presse américaine et la presse occidentale pour expliquer que la loi du silence des administrations du Parti communiste chinois qui
ont empêché ou voulu faire taire des lanceurs d'alerte qui auraient pu éventuellement déclencher, etc., etc. Donc, il y a aussi une remise en question de l'absence de rationalité, l'absence de pragmatisme du système politique chinois, comme d'ailleurs la même chose, c'est à peu près les mêmes critiques qui sont faites à Donald Trump aujourd'hui. Je veux dire, on lui reproche d'avoir d'abord totalement négligé l'épidémie au départ, d'avoir envoyé des signaux d'absence de gravité très lourds à sa population, puis ensuite d'avoir mis en avant des protocoles de traitement qui sont loin de faire l'unanimité dans le personnel soignant, puis etc., etc., etc. Donc, en fait, tout ce qu'on peut dire, c'est que, d'une façon générale, on vit dans un monde, globalement, j'entends, parce qu'il y a évidemment quelques contre-exemples, où des décisions marquées par l'absence d'anticipation, le manque de rationalité, le manque de pragmatisme, ont abouti à des retards à l'allumage qui se payent cher. Bon, voilà. Et ça, c'est sûr. C'est clair. Et dans la partie idéologique, j'aimerais comparer quand même la France et l'Allemagne sur un aspect d'État stratège, d'État souverain, d'État protecteur. En France, on a fermé 100 000 lits, dont 20 000 médicalisés en 20 ans. En Allemagne, avec une population qui est moins importante que la nôtre, ils sont pas loin de 20 000 lits équipés de respirateurs, alors qu'en France, au début de la crise, on n'en est qu'à 5 000. Donc là, il y a l'idéologie, elle reprend, elle a fait du mal, encore une fois. D'abord, la population allemande est plus nombreuse que la population française. Hein. Ça, c'est plutôt l'inverse. Donc, il y a beaucoup plus d'habitants en Allemagne qu'en France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la structure de la société allemande est un peu effectivement différente de celle de la société française ou de celle de la société italienne. L'Allemagne a conservé des fortes capacités de production industrielle. Enfin, elle s'est en partie désindustrialisée aussi, mais elle a maintenu quand même un potentiel de production industrielle qui la rend évidemment beaucoup plus susceptible aussi de faire face à des besoins de production imprévus et sur son propre sol. Elle l'a notamment pour tout ce qui est respirateur, tests, recherche, etc., etc. Donc oui, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que là on retrouve d'une façon générale le pragmatisme allemand aussi. C'est-à-dire que personne ne pense que Angela Merkel n'est pas, elle aussi, en quelque sorte, sous la pression de certaines idéologies libérales, mondialisatrices et libre-échangistes. Je crois que Angela Merkel n'est pas vraiment un prototype non plus du personnel politique désidéologisé. Néanmoins, en Allemagne, il y a un certain nombre de caractéristiques qui leur ont permis de faire face à cette épidémie avec plus d'efficacité qu'en France. Alors, on pourrait les passer en revue si vous voulez, mais pour ça, il faut être un peu objectif. La première raison, c'est d'abord qu'effectivement, le pays a maintenu un dispositif de production industrielle locale plus important. Deuxièmement, le fonctionnement des élites allemandes est objectivement moins idéologisé et un peu plus pragmatique qu'en France. Ça me paraît évident. J'ai travaillé en Allemagne, j'ai implanté une entreprise en Allemagne, donc je connais un petit peu le mode de fonctionnement allemand. Ils sont capables de faire du protectionnisme assez intelligent d'ailleurs, mais enfin on va s'éloigner de nos sujets. Donc, par ailleurs, les comportements, la discipline, les prises de décision en Allemagne sont aussi plus évidents, plus renforcés, comportements plus sociaux, plus normés aussi qu'en France, ça paraît évident, que dans les pays latins aussi. Il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent jouer, notamment les facteurs de distance, les facteurs il y a beaucoup de paramètres qui sont susceptibles de jouer. Ce qu'on peut dire, c'est qu'une fois de plus, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, l'Allemagne a été plus efficace. Vous disiez le protectionnisme, on s'éloigne du sujet pour l'instant, mais on y reviendra tout à l'heure parce que je pense que ce sera un élément clé. Mais on entend souvent dire en Allemagne que il y a le tribunal, alors je crois que c'est le tribunal de Karlsruhe qui décide de mettre en œuvre ou pas, ou de contester les décisions de l'Union européenne. Pourquoi on n'a pas ça, nous, ce garde-fou de souveraineté pourquoi les Allemands ont réussi à conserver ça et nous pas? Oui, alors effectivement, on s'éloigne pas mal de notre sujet. Faudrait qu'on parle là, à ce moment-là, de ce qu'est l'Union européenne, du poids particulier, enfin des projections de puissance indirectes que l'Allemagne réalise par le biais de l'Union européenne.
De la dévitalisation générale des contrepoids à l'Allemagne à l'intérieur de l'Union européenne, de leur dévitalisation à tout point de vue, j'entends, dévitalisation, je dirais, biopolitique, de leur dévitalisation économique, de leur dévitalisation industrielle, etc. Bref, il y aurait beaucoup de paramètres en fait à prendre en compte pour expliquer le fait que l'Allemagne, je dirais, profite plus du fonctionnement actuel de l'Union européenne que d'autres pays. Mais ça sera un long débat dans le domaine du droit, de l'économie. Il y aurait beaucoup de questions abordées. Il faudrait faire une émission spécifique là-dessus. Ok. Pour quasiment terminer avec cet aspect Covid en France, en tout cas sur l'aspect technique, la maladie ou les produits, la gestion des masques. La gestion des masques, j'ai vu que vous proposiez. Alors bon, là c'est pareil, le gouvernement n'avait pas le choix, puisqu'on n'en avait pas, que de dire on ne peut pas en mettre, c'est pas utile. Oui, alors bon, si vous voulez, dans un premier temps, j'ai quand même pris le contre-pied de ce que vous disiez, c'est-à-dire que je veux pas alimenter, je veux qu'on me comprenne bien, si vous voulez. Je suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas eu de conneries, je suis pas en train de vous dire qu'il n'aurait pas fallu faire mieux, je ne suis pas en train de vous dire qu'on n'a pas affaire à des incompétents, je ne suis pas non plus en train de vous dire que tout cela était une fatalité et que finalement tout le monde a fait les mêmes conneries. Il y a des gens qui ont réagi extrêmement efficacement, avec beaucoup plus de rationalité, le Japon, l'Allemagne, la Corée, etc., etc. Donc on pouvait faire beaucoup mieux que ce qui a été fait. Ça c'est clair. Ça, y a absolument pas de doute là-dessus. Et on paye avec cette crise, en quelque sorte, cette crise sert de révélateur. Elle sert de révélateur de faiblesses de fonctionnement et de faiblesses qui sont objectivement des faiblesses qui sont pas simplement le résultat de prise de décision au ralenti ou de retard à l'allumage, mais qui sont aussi des faiblesses systémiques qui sont le résultat de prise de décision politique qui s'accumulent depuis maintenant des décennies. Donc, bien évidemment, je suis pas, vous m'avez bien compris, je suis pas en train de vous expliquer qu'il n'y a pas autre chose à faire, qu'on pouvait pas mieux faire et que finalement tout ça, voilà, je suis simplement en train de responsabiliser chacun et de montrer que si vous appelez Olivier Véran, vous débarquez après Agnès Buzyn et que vous arrivez dans un pays qui a effectivement pas de stock de masques, un nombre de lits insuffisant, 3, un personnel politique ou une organisation de prise de décision qui est comme elle est, enfin bref, en gros, vous prenez vos marques et vous arrivez dans un ministère qui a été mis en place par d'autres pour assurer la continuité, la gestion de crise d'une crise qui globalement est entravée, une gestion de crise qui est entravée essentiellement par des décisions qui ont été prises avant que vous arriviez, vous pouvez de toute façon pas faire de miracle, ça c'est clair, quelle que soit votre bonne volonté. Et je ne dis pas qu'Olivier Véran n'a pas fait de conneries, ni qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire dans certains cas, mais ce que je veux dire, c'est que l'exercice du pouvoir est toujours beaucoup plus compliqué que ne le laissent supposer les critiques de spécialistes en chambre qui, de leur ordinateur avec leur pizza congelée, font des commentaires sur ce qu'aurait dû être la politique sanitaire de la France. C'est à ça, si vous voulez, c'est un peu ça qui m'agace. Voilà. Donc les spécialistes, les spécialistes qui disent il aurait fallu faire ça ou il faudrait faire ça, qui n'y connaissent rien. Bon, être au pouvoir, c'est-à-dire exercer le pouvoir, où que ce soit, c'est de toute façon le faire sous la pression, avec les moyens qui sont à votre disposition au moment où vous prenez les décisions, et donc c'est pas simple. Voilà. Vous pouvez toujours dire oui, effectivement, il aurait fallu qu'on produise des masques en France. Oui, ok, mais quand ils sont pas là, vous faites quoi? Alors certes, est-ce que des décisions sont prises toujours au plus optimum aujourd'hui? Pas forcément. Moi, j'attire votre attention sur des sujets qui sont actuellement pas du tout commentés, mais par exemple la question du retraitement des masques, c'est-à-dire de la désinfection des masques. Il y a des technologies, on le sait. Moi j'ai travaillé là-dessus avec un groupe d'amis qui ont des profils un peu particuliers, on va dire mines, etc. On a travaillé sur les solutions qui étaient les tests effectués notamment aux États-Unis sur les processus de décontamination des masques. Si on a un problème et qu'on est, comme je le pense, dans une situation tendue en termes de production de masques au niveau mondial,
et qu'on ne dispose pas en France de capacité de production de masques, je parle des masques FFP2, qui sont des masques pour les personnels soignants ou personnel fortement exposé, si on ne dispose pas de ces capacités de production de masques suffisantes, à la hauteur des besoins, j'entends, hein, et que simultanément le marché mondial est tendu, c'est-à-dire qu'en clair, une pandémie, c'est par définition des épidémies multiples, donc avec des tas de gens qui ont besoin de masques partout, et donc forcément une grosse dépendance. Eh bien, si on a, typiquement, par exemple, si on a ce genre de problème, envisager les solutions permettant de les réutiliser, c'est pas totalement idiot. Or, des solutions étaient validées techniquement qui permettent le retraitement et la désinfection antivirale des masques FFP2. Donc, je suis bien placé pour savoir, avec le groupe de personnes qui a travaillé là-dessus, parce que ce sont des gens qui font partie, certains de la haute administration, etc. Je suis bien placé pour savoir que la DGA, donc la haute administration française, est pas extrêmement réactive et pas extrêmement attentive et vive sur les alternatives. Typiquement ce genre d'innovation et ce genre d'alternative-là. Pourtant, si on pouvait demain reconditionner, réutiliser une fois, deux fois, plusieurs fois les masques FFP2 qu'on a du mal à acheter, on détendrait quand même significativement, avec en plus des moyens de décontamination qui sont présents sur le territoire français, on produirait très très probablement une détente très rapide du stress pour les masques dans la plupart des hôpitaux. C'est assez facile. Là, je vous donne un exemple, mais oui, mais c'est un bon exemple. Je suis pas du tout en train de vous dire que ils font tout bien, hein, du tout. Mais je suis bien placé, parce que par définition, les administrations, les personnels, tout ce processus-là en fait de production d'élite, que ce soit d'élite politique ou administrative, c'est là on commence à l'esquame, si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que en clair, on ressorte dans ces situations-là toute l'inconséquence et toute l'inefficacité des processus de tri de compétences dans les hautes administrations, dans la sélection de personnel politique, etc. Et ça, c'est pas valable simplement pour les gens qui sont au pouvoir et à l'exécutif, c'est aussi valable dans les oppositions. Typiquement, c'est le cas. Voilà. Donc oui, il y a des tas de choses à faire. Je vous ai donné un exemple, mais je pourrais vous en donner pas mal d'autres. Il y a effectivement des décisions qui pourraient être largement optimisées, un pragmatisme renforcé, une vigilance, une réactivité nettement accrue, mais simplement, nous sommes dans des sociétés qui sont contre-sélectives du point de vue de la sélection de leurs élites au sens large, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Et donc, comme toutes les sociétés qui ont accumulé des strates qui ont mis en place des processus contre-sélectifs de sélection d'élite, lorsque la crise survient, c'est là qu'on voit, en quelque sorte, c'est pour ça que je parlais d'esquamation, on voit les peaux mortes tomber, hein, les Agnès Buzyn retourner dans leurs appartements, voilà, on voit la réalité des choses et on voit que les gens qui restent en place malgré tout et qui gardent le cap le font avec parfois des moyens humains et des moyens matériels qui sont extrêmement limités. Sur l'aspect lenteur, moi j'aurais deux autres exemples de personnes assez bien placées dans l'administration aussi sur le côté santé, où a priori il y a pas mal d'entreprises, de petites PME qui proposent des tests sérologiques. Ça fait quasiment un mois qu'ils attendent que le gouvernement leur réponde, et même chose pour des tentatives de production de masques. Alors il faut savoir que l'AFNOR vient d'éditer sur son site, et j'invite nos auditeurs à s'y rendre, des préconisations pour pas faire n'importe quoi sur des masques de fortune. Voilà. Donc rendez-vous là-dessus. Et puis une autre question, Laurent, parce que vous avez préconisé aussi de regarder dans le traitement de l'eau la persistance des virus. Vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Non, moi je préconise rien du tout. J'ai un compte Twitter et j'ai relayé une publication scientifique qui faisait état de possibilités de contamination orofécale et donc de contamination très probable des eaux usées dans un certain nombre de cas. Maintenant, on le sait, je pense que ça c'est pris en compte par la plupart des systèmes de santé du monde aujourd'hui, donc c'est pas, il y a rien de spécial là-dessus. Il n'y a pas de psychose non plus à avoir. C'est pas parce que vous buvez de l'eau, qui est d'ailleurs par ailleurs très javelisée en France, que vous allez attraper le virus. C'est parce que du tout ce que je suis en train de dire. Simplement, pour moi, comme tous les jours, je fais ressortir ou je publie des articles qui sont intéressants. Aujourd'hui, la façon la plus
plus évidente, la plus certaine de choper le virus, c'est de l'attraper par quelqu'un qui a projeté des gouttelettes dans l'atmosphère que vous respirez, ou qui a contaminé des surfaces que vous avez touchées. Et voilà. Et donc, si effectivement aujourd'hui la meilleure façon d'attraper le virus, c'est d'être contaminé, c'est ça. Hein, voilà. Donc, c'est les caractéristiques épidémiologiques en plus, si vous voulez, sont assez intéressantes de ce virus. Que on a une période d'incubation qui est une période d'incubation très variable, hein, puisqu'on a une incubation qui peut aller de 3 à 14 jours. Hein, donc, le temps moyen, c'est 6-7 jours aujourd'hui. On sait que en phase d'incubation, la personne peut être contagieuse, ce qui est quand même très emmerdant, parce que ça veut dire qu'il n'est pas encore malade, il est encore en incubation, mais il est déjà contagieux. Ensuite, on a une période donc passé la période d'incubation, on est censé entrer en période dans une période où là la maladie est développée. Or, on a une proportion de cas asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'a pas sans symptômes, si vous voulez, visibles, qui est quand même très importante dans la population. Donc, vous avez beaucoup de gens qui développent la maladie, mais qui n'ont pas de symptômes de cette maladie, qui sont là au maximum, qui sont eux aussi très contagieux. Et puis ensuite, vous avez un virus qui se comporte de façon très particulière, puisque il s'attaque visiblement au point faible, je dirais, des malades, c'est-à-dire, en quelque sorte, il va s'attaquer à tous les points faibles en quelque sorte du malade. Donc évidemment plutôt sur la partie, je dirais, en termes de santé, on a affaire à une multitude de symptômes, et cette multitude de symptômes n'indique pas qu'on a affaire à des variétés de virus différentes. Elle indique simplement que ce virus, en quelque sorte, s'attaque aussi à des populations qui sont affaiblies sur le plan sanitaire depuis des années soit parce qu'elles sont âgées, soit parce qu'elles ont une hygiène de vie qui est problématique, soit parce qu'elles sont malades chroniques, diabétiques, malades du cœur, etc., etc. Ça, c'est pas sans rapport non plus avec les politiques sanitaires en termes de santé publique depuis des années. Bref, on a en fait un virus qui aujourd'hui est particulièrement, je dirais, bien adapté, particulièrement en tout cas efficace dans des sociétés dans lesquelles le niveau de santé publique s'est passablement dégradé depuis des années, parce qu'on passe son temps à entendre en permanence, oui, on vit de plus en plus vieux, etc. Ça, c'est plus vrai, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'augmentation de la durée de vie s'est arrêtée, et même est en train de baisser assez nettement aux États-Unis. La dégradation, le niveau de santé générale de la population s'est dégradé depuis plusieurs années, et dans un pays, par exemple, comme les États-Unis, ça va faire mal, parce que là, vous n'avez non seulement pas de système hospitalier à la hauteur, vous avez une population de gens qui se nourrissent avec des tickets restaurants qui représentent plusieurs dizaines de milliers, voire presque 80 millions de personnes dans tous les États-Unis, donc des gens très pauvres qui vivent en caravane, etc. Vous avez des comportements, vous avez une société qui est très peu organique, au sens où je l'entendais tout à l'heure pour la Chine, c'est-à-dire où les comportements sont très communautaires et très, en quelque sorte, assez peu civiques, si vous voulez, hein. Voilà, parce que il y a beaucoup d'hétérogénéité, c'est une société très hétérogène, etc. Donc voilà. Vous avez une société qui est par ailleurs très inégalitaire dans l'accès aux soins, et aussi ça compte beaucoup, hein, comme je vous l'ai dit. Donc tout ça fait que, en fait, les sociétés occidentales, qu'elles soient américaines ou européennes, ont des prédispositions pour développer, pour souffrir tout particulièrement de ce genre d'épidémie, qui n'est pas pourtant une épidémie gravissime. Mais on voit que même une épidémie avec un taux de mortalité très faible comme celui-là est capable de perturber complètement non seulement son économie, mais sa stabilité. Donc, aujourd'hui, au point où on en est, tout ce qu'on peut dire, en tout cas, sur cette épidémie, c'est que si on n'en sort pas cette année, je pense que maintenant il faudra plutôt attendre l'été 2021 pour commencer à voir un début de retour à la normale. Donc je vais faire un petit topo d'anticipation là-dessus. Tout ce qu'on peut dire, c'est que cette épidémie aura révélé les failles d'un modèle d'organisation de société, d'un modèle de tri des élites, d'un modèle de développement et d'organisation des sociétés humaines, et qu'évidemment l'impact sur les mentalités collectives, les visions du monde, les représentations collectives, et donc par définition sur la politique,
va être très probablement assez lourd. Juste deux précisions et une question sur les facteurs aggravants. Il y a pas mal de fausses infos qui ont circulé, mais il y en a une qui est quand même bonne. C'est le fait d'utiliser des corticoïdes et des anti-inflammatoires ou des produits genre Advil, ibuprofène. C'est confirmé, c'est bien aggravant. Et vous avez pointé sur votre compte Twitter, Laurent, le fait qu'aux États-Unis, l'obésité est aussi un facteur aggravant. États-Unis où ils ont déjà commencé des distributions de pain, enfin la soupe populaire. L'obésité ou la mortalité ethnique, c'est des choses qui se révèlent, qui sont confirmées? Alors l'obésité, comme toutes les comorbidités sont en quelque sorte des facteurs aggravants. Donc les diabétiques, l'obésité, les problèmes de cœur, voilà. Donc toutes les personnes fragiles ou fragilisées en quelque sorte sont particulièrement touchées, et donc le taux de mortalité chez ces gens-là est beaucoup plus lourd que chez des gens qui sont jeunes, en bonne santé et sans comorbidité. Alors certainement, les médias vous voient régulièrement sortir le cas de Machine qui a 18 ans, ou de Trucmuche qui a 35 ans et qui est en pleine force de l'âge et qui est mort du Covid. Ça paraît évident, et on sait à quoi ça sert. Ça sert aussi à dire à tous les autres, bon écoutez, certes vous n'êtes pas en comorbidité, mais faites gaffe quand même, et donc ça peut vous toucher aussi, et donc ça sert à maintenir la trouille, et donc à entretenir une forme de... par la peur, en quelque sorte, une forme de civisme, une forme de... Voilà, ça sert à maintenir en quelque sorte à gérer le comportement, c'est du contrôle social. Hein. Mais globalement, on sait que cette maladie, elle touche essentiellement, principalement, des gens qui sont... voilà, qui ont une santé défaillante, et donc... voilà. Maintenant, ce que vous appelez mortalité ethnique, c'est simplement des constats qui sont faits aujourd'hui, qui sont des constats statistiques, qui mettent en avant... donc, il y a des communiqués de l'AFP et de Reuters d'hier qui mettent en avant des taux très très différents de mortalité selon les groupes de population, groupes ethniques notamment, dans les sociétés occidentales. Alors, il y a trois grandes catégories de raisons qui peuvent expliquer des différentiels de mortalité selon les communautés et les origines ethniques. La première, c'est bien évidemment, et c'est ce qu'on mettra en avant, je pense, dans la quasi-totalité des médias, ce sont les conditions sociales. En clair, les catégories en question vivent en clair dans des conditions sociales, ont un accès aux soins qui est moins bon, une couverture maladie, une couverture sociale qui est moins bonne, qui est moins... Voilà. Ils ont un mode de vie plus communautaire, plus familial, donc ils vivent plus nombreux en famille et en appartement. C'est aussi un facteur qui peut sans problème expliquer une plus forte contagiosité. D'autres mettent en avant le non-respect des confinements. On a vu notamment essentiellement l'extrême droite ces derniers jours se concentrer sur les banlieues qui ne respectent pas le confinement. Bon, moi j'ai vu que dans le 15e arrondissement, on respectait pas beaucoup les règles de confinement. J'ai vu aussi que des cartons de trafiquants de vente de masques avaient été arrêtés dans le 16e arrondissement. Vous voyez, hein, c'est vraiment les ghettos. Pour trafic de masques et des pharmaciens pareils. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment un non-respect du confinement dans les banlieues. Ce que j'observe simplement, c'est qu'il y a un confinement qui est mal géré et qui est assez peu respecté sur l'ensemble du territoire. Donc, je suis pas certain que cette absence de discipline, que je remets pas forcément en question d'ailleurs, hein, parce que les populations plus on va dire plus australes, on va dire, hein, sont peut-être forcément moins disciplinées, avec des modes de fonctionnement plus familiales, ont des appartements plus petits aussi. Quand vous êtes à 5 dans un appartement de 20 mètres carrés, vous avez peut-être envie de sortir plus souvent, ça paraît pas totalement improbable non plus. Donc bref, il y a des tas de choses qui peuvent expliquer ces différentiels ethniques. Et le dernier point, évidemment, ça serait une prédisposition génétique qui ferait que ces populations seraient en quelque sorte plus fragiles génétiquement, on va dire des prédispositions génétiques qui feraient qu'elles seraient plus sensibles au virus. Là, pour l'instant, on n'a pas de données là-dessus. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, toutes les deux dans des pays où on peut disposer de statistiques ethniques, en tout cas, tout tente à démontrer qu'effectivement, les taux de mortalité sont beaucoup plus importants sur les communautés noires ou les communautés asiatiques. Bon, en Angleterre, asiatique, ça désigne aussi bien les Pakistanais, les Hindous que voilà. Et donc, ce différentiel de mortalité
À trois, encore une fois, c'est trois possibilités. Possibilité, première cause, c'est la cause sociale. Deuxième cause, c'est la cause comportementale. Donc cause sociale, c'est on est plus pauvre, on a moins accès aux soins, et puis voilà. Cause comportementale, on est plus nombreux. Enfin, cause sociale, on est aussi plus nombreux dans notre logement, et puis on vit plus en groupe, en famille, en communauté, etc. Deuxième cause comportementale, on respecte un peu moins bien les règles de confinement. Ça peut s'expliquer, c'est une rétroaction positive avec les surfaces dans lesquelles on vit et les conditions dans lesquelles on vit aussi, mais on respecte moins bien les règles de confinement, on a un comportement un peu plus asocial et un peu moins respectueux des lois d'une façon d'autorité, d'une façon générale. Deuxième possibilité. Et troisième possibilité, prédisposition génétique. Là encore, on n'a pas d'infos à ce sujet-là, mais on peut parfaitement imaginer que demain, effectivement, on puisse identifier des prédispositions génétiques. Je rappelle quand même, pour être très prudent, que c'est en gros ce qui avait été dit quand le virus s'est déclenché en Chine. On nous expliquait qu'il y avait des récepteurs ACE2 plus fréquents dans la population chinoise, et donc ce qui expliquait que les Chinois étaient plus lourdement touchés par cette épidémie. C'était à l'époque une façon très claire d'expliquer qu'on risquait rien en France, en Europe, parce que nous, voilà. Donc tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tout le monde n'est pas touché dans les mêmes proportions. On a vu les statistiques pour la Seine-Saint-Denis, je crois qu'on a une surmortalité de 65%. Mais à bien regarder les statistiques de la Seine-Saint-Denis, on s'aperçoit que le nombre de morts en Seine-Saint-Denis, c'est beaucoup un nombre de morts d'EHPAD et de personnes âgées, et assez peu une mortalité sur des populations jeunes et en bonne santé. Donc chacun, c'est comme à chaque fois là. Comme vous voyez, je suis en train de débunker un peu, donc je vais agacer probablement beaucoup de vos auditeurs, mais j'ai l'habitude. Comme on le voit à chaque fois qu'on est dans des situations de ce genre, chacun essaye de tirer la couverture idéologique à lui. Tout le monde sait que je suis un opposant farouche et décidé à l'immigration de masse, et que j'ai beaucoup travaillé sur ce terrain, cette question-là, donc je n'ai absolument pas changé d'avis sur ces questions depuis ni depuis peu ni depuis longtemps. J'ai à peu près des convictions totalement constantes sur ce sujet-là, mais je pense qu'il faut être aussi lucide. Aujourd'hui, chacun essaye en quelque sorte de digérer à sa sauce cette crise pour alimenter en quelque sorte ses préjugés idéologiques, qu'ils soient justifiés ou non. Mais voilà. Moi, si j'ai fait le choix de vous inviter, Laurent, et je le dis clairement devant les auditeurs, c'est que justement j'en ai marre de cette mouvance identitaire qui ne vit que de ses certitudes et qui est incapable de se remettre en cause. Donc voilà, j'apprécie la pertinence et la franchise de vos avis, et je suis très content que vous nous les délivriez ici aujourd'hui. Juste une dernière question avant la première pause musicale. Vous avez dit que globalement on allait y être jusqu'à l'été 2021. Donc ça appellera une deuxième question juste après la pause sur l'organicisme, en tout cas l'homogénéité des populations, mais on en parle juste après la pause. Juste là, une question, mutation du virus, a priori ça a été le cas pour la grippe espagnole en 2018, et 3 vagues de confinement. Est-ce que ça peut avoir un lien directement Alors, je vais vous faire un petit peu de prospectivisme à la noix, mais du coup, cette émission, je risque de me prendre cette émission dans les dents d'ici quelques semaines, parce que je me serais trompé probablement sur un point ou un autre, mais je vais quand même vous le faire rapidos, en tout cas pour les gens qui vont m'écouter ces prochains jours. La probabilité, c'est qu'il y aura très probablement une deuxième vague virale, très probablement, c'est-à-dire que le virus va essentiellement... On va dire tous les virus n'ont pas de forte saisonnalité. Je veux dire par là, tous les virus ne sont pas affectés de la même façon par des critères de saisonnalité. Donc, ce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas la saisonnalité de ce virus-là. C'est-à-dire, on ne connaît pas l'effet qu'ont les saisons sur la contagiosité ou la dissémination de ce virus. Pour l'instant, on n'en sait rien. Il est probable, parce que c'est un coronavirus, on sait que les coronavirus ont en gros d'abord une saisonnalité, donc ça veut dire qu'en gros atténuation pendant l'été et augmentation à partir de l'automne, jusqu'à la fin du printemps. Et on sait que les coronavirus, en tout cas ce type de coronavirus-là, ont une structure en fait moléculaire, une structure générale qui
rend assez peu mutagène. C'est-à-dire qu'en clair, on a toujours ces phénomènes de dérive génétique qui sont assez classiques, mais ce sont pas des virus qui ont un pouvoir de mutation extrêmement fort et rapide, contrairement à la grippe par exemple. Donc on peut craindre une aggravation du virus par mutation ou par dérive génétique, et donc une modification des caractéristiques en quelque sorte de cette pandémie. Typiquement, je sais pas, imaginer un virus qui soit plus létal ou un virus qui soit plus contagieux, etc. On peut imaginer beaucoup de choses. On peut aussi imaginer que qu'une mutation de virus le déchargerait, comme ça a été le cas d'ailleurs pour la H1N1, c'est-à-dire l'atténuerait et donc en quelque sorte ferait retomber l'épidémie. Donc on ne sait pas ce qu'une mutation du virus peut donner. Elle peut donner une aggravation, elle peut donner au contraire un abaissement important des risques et donc la fin de l'épidémie. L'autre aspect, c'est l'aspect saisonnalité. Il y a une petite saisonnalité. Pour l'instant, on ne la connaît pas exactement la mesure de la saisonnalité. Il y a certainement une petite saisonnalité. Donc, il est probable que le virus s'atténue très probablement sous l'effet des mesures barrières, des mesures de confinement qui ont été mises en place un peu partout dans le monde. Il y a 3,9 milliards de personnes confinées dans le monde. Donc, il est probable qu'il y ait une atténuation, en tout cas dans l'hémisphère nord, ces prochaines semaines, à partir, on va dire, de juin. Mais qu'on ait une deuxième vague globalement dans l'hémisphère nord après l'hiver, donc que le virus soit descendu pendant l'hiver austral au sud, qu'on ait un retour de cette épidémie à partir de fin octobre par deuxième vague, et ça c'est anticipé aujourd'hui par la plupart des infectiologues. Hein. Donc aujourd'hui la plupart des spécialistes disent oui, il y aura très probablement une deuxième vague, voire peut-être une troisième vague. On n'annonce pas un vaccin avant au bas mot le printemps 2021. Ça, c'est pour les plus optimistes. Et il y en a quelques-uns qui expliquent qu'on ne pourra pas avoir de vaccin. Que ça sera très compliqué d'avoir un vaccin. Et donc, certains n'anticipent même pas de date. Bon, l'Institut Pasteur a dit 20 mois. 20 mois, ça nous emmène, je dirais, avant que le vaccin soit disponible pour l'ensemble de la population, ça nous emmène plutôt à l'été 2021. Début de l'été 2021. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que au moment où on parle, donc nous sommes aujourd'hui le 8 mars, au moment où on parle, on ne peut pas dire encore si le virus va s'éteindre de lui-même. Ce qu'on peut dire, c'est que en toute probabilité, il va repartir à la hausse à partir du début de l'automne, c'est-à-dire fin octobre, que l'on n'aura pas trouvé de vaccin d'ici là, et que ces caractéristiques générales, c'est-à-dire grand nombre de cas graves, etc., vont continuer à mettre à l'épreuve la plupart des sociétés dans le monde, avec en plus des effets qui sont des effets de bord, c'est-à-dire que il a commencé en Chine, il s'est poursuivi en Europe, puis après est arrivé aux États-Unis. Il est probable que dans les mois qui viennent, d'autres régions du monde soient touchées, au moment où les pics seront descendants en Europe et en Chine. On voit aujourd'hui qu'il y a des cas de réinfection en Chine, typiquement, alors qu'ils avaient réussi à maîtriser. On voit que le Japon vient de décider de l'état d'urgence après un grand nombre de cas de réinfection, enfin un grand nombre très très bas par rapport au nôtre, hein, mais le Japon a surréagi très très vite avec un retour de contaminés très très récent. Donc, on sait qu'une fois que les pics épidémiques seront passés, on n'aura pas de retour à la normale immédiatement. Donc, il est probable que les pouvoirs publics mettent, on va dire, l'été pour en gros se réarmer et affiner, améliorer la logistique générale de la gestion épidémique, et qu'on ait un retour ou une prolongation de cette phase épidémique à partir de l'automne jusqu'à la fin de l'hiver 2021 au minimum, voire la fin du printemps 2021 au minimum. Il y a des scénarios beaucoup plus sombres que cela. Mais là, je vous donne le scénario le plus probable au moment où je vous parle. Ok, on va faire une première pause musicale, on se retrouve dans quelques secondes.
Amis auditeurs, nous voici de retour, toujours avec Laurent Ozon, pour aborder cette fois, dans la continuité de cette émission, la façon dont les pays, les différents pays ont abordé la gestion de cette pandémie avec des résultats plus ou moins efficaces. Alors je mettrai sur le blog un petit visuel que j'ai trouvé sur votre compte Twitter, Laurent, où on voit les 10 pays qui sont les plus risqués aujourd'hui. Bon, globalement, c'est les pays occidentaux, ceux qu'on connaît, la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne. Des pays qui ont réussi à confiner la maladie, la Chine, le Japon, l'Allemagne, Singapour, et puis ceux qui ont un traitement sain, safe countries, Israël, Singapour, la Nouvelle-Zélande, Taïwan, Hong Kong, etc., l'Allemagne. Et donc j'en viens à cet aspect que vous avez évoqué plusieurs fois, l'aspect organiciste des sociétés. Est-ce que ça va être une des clés pour la reprise ou pour le confinement? Alors, je suis pas certain que cette catégorisation qui a été faite, ou ce diagramme qui a été publié, mais il n'était pas de moi, hein, donc je l'ai simplement relayé, soit simplement la manifestation, je dirais, du degré d'organicisme, en quelque sorte, des sociétés en question. On peut le voir comme ça, on peut décider de le voir comme ça, mais enfin, l'organicisme à Hong Kong, ça se discute tout de même. L'organicisme comme seule mesure d'évaluation de la résilience des pays en question à cette épidémie, ça se discute aussi. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc bien évidemment ça existe, mais je peux pas rabattre en quelque sorte le niveau d'efficacité des pays face à cette crise seulement sur la base de leur organisme, je dirais de leur cohésion interne, parce que ça me paraît un peu court. Je pense que le niveau technologique, par exemple, le niveau industriel et d'organisation interne, d'efficacité industrielle est un paramètre important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense que l'existence de pouvoirs qui soient de chaîne de commandement, on va dire, et de prise de décision qui soient plus, on va dire, soucieux de pragmatisme que d'idéologie peut aussi jouer. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et du coup, pour vous, l'homogénéité, en tout cas cet organicisme, il doit reposer sur quel critère? Sur un civisme fort, sur une homogénéité ethnique, quels sont les critères? Je comprends pas bien votre question. Ouais, elle est compliquée. Aujourd'hui, les sociétés résilientes. Oui. Les sociétés les plus résilientes en termes de pays ou de civilisation, mais plutôt de pays ou de communautés, quelle va être la base de l'efficacité de cette résilience en fait? C'est ce que je vous ai expliqué à l'instant, c'est-à-dire que vous avez un mélange de choses, j'ai expliqué ça tout à l'heure, et donc vous avez la cohésion sociale interne, vous avez la disponibilité d'un appareil sanitaire important rapporté à la quantité de population. Vous avez la discipline de comportement, c'est-à-dire la discipline d'attitude et de comportement dans la vie quotidienne. Vous avez le respect des pouvoirs ou des exécutifs aussi. Bon, il y a des pays dans lesquels les exécutifs sont passablement démonétisés et dans lesquels la critique est très forte et donc les comportements, tout ça renforce pas évidemment je dirais la discipline et la solidarité des populations. Hein. Quand quelqu'un dit quelque chose et qu'un pouvoir prend une décision et que ce pouvoir est globalement crédité, je dirais, d'être soucieux de l'intérêt de son pays, de cette population, globalement, les gens ont tendance à obéir plus ou mieux que dans des pays où c'est pas le cas. Vous avez aussi le degré je dirais, de répression qui peut jouer aussi. Typiquement, vous avez des pays dans lesquels les gens sont battus quand ils sortent et quand ils respectent pas le confinement. Je crois qu'on a même du Tertre aux Philippines qui a parlé d'abattre les gens qui respectaient pas le confinement. Donc, vous voyez, on a aussi des comportements, enfin, on a aussi des pouvoirs très forts qui sont capables de prendre des décisions très brutales et beaucoup plus brutales que celles que peuvent prendre des démocraties occidentales
très, je dirais, laxistes par bien des aspects, en tout cas très respectueux de la liberté des personnes, a priori, mais qui sont du coup incapables de prendre des décisions qui seront très mal vécues par une partie de la population. En fait, tous ces paramètres s'entremêlent et aboutissent effectivement à ce que on ne soit pas tous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, égaux face à cette épidémie. Alors, sur les conséquences plus maintenant de cette pandémie, vous avez parlé de crise logistique, mais c'est pas une crise logistique uniquement à l'échelle française, c'est plutôt à l'échelle mondiale, puisqu'on a 50% de la population mondiale qui est confinée. Est-ce qu'il y a un autre monde qui est en train d'arriver ou qui va se profiler là pendant les mois qui viennent? Et quel visage est-ce qu'il peut avoir? Alors un autre monde, je ne sais pas. Ce qu'on peut anticiper déjà, c'est qu'effectivement cette crise va avoir un effet sur l'évolution des mentalités. Si on s'en tient à la France, mais c'est pas valable simplement pour la France, il est très probable que tout cela fasse évoluer les général de la population. Alors comme je vous l'ai dit, chacun essaiera d'y aller de son explication. On va dire globalement l'opposition politique, c'est-à-dire en gros le Mélenchon, la ligne Mélenchon-Le Peniste, c'est-à-dire en gros une ligne qui est favorable à plus de relocalisation de production nationale, plus de réindustrialisation, moins de dépendance, capacité de fermeture des frontières, État fort et critique de la mondialisation, et aussi soutien aux services publics. Que cette sensibilité-là va se retrouver en quelque sorte globalement cette crise viendra confirmer en quelque sorte, d'autant plus que objectivement sur ce point-là, ils ont parfaitement raison, viendra confirmer à pas mal de monde que effectivement on a beau être dans une société ouverte avec des flux d'échanges importants dans le monde entier. Notre capacité à faire face à pour reprendre le titre de votre émission, épidémondialisation, notre capacité à faire face dans une société ouverte, à pratiquant la libre circulation des biens et des personnes à une situation épidémique, voire pandémique, est quand même passablement affectée. Et donc effectivement, tous les gens qui pensaient déjà cela vont s'en trouver renforcés, et puis une partie des gens qui considéraient que leur situation sociale ou leur réalisme les faisait penser un petit peu différemment, vont se retrouver un petit peu ébranlés. Typiquement le bourgeois qui a de l'argent et des placements immobiliers, s'il se retrouve aux urgences et qu'il voit qu'il peut pas être pris en charge parce que les services de santé hospitaliers sont complètement saturés, il va s'apercevoir que son argent et son compte en banque vont pas pouvoir l'aider beaucoup. Donc même pour ces gens-là qui sont a priori plutôt des catégories sociales plutôt portées à soutenir la mondialisation, ou en tout cas certains aspects de cette mondialisation, je pense que ça va ébranler pas mal de conscience. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire oui, enfin on a quand même besoin de services sociaux à la hauteur, on a quand même besoin d'avoir un pouvoir capable de prendre de bonnes décisions, on a besoin quand même d'avoir des gens qui prennent en compte les besoins de la population et les besoins de protection de la population. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui va en ressortir renforcer l'issue, je pense qu'on peut pas trop se tromper sur ce terrain-là, c'est le besoin de protection. Voilà. On va dire qu'il y a deux sentiments dominants qui vont émerger, c'est en gros la colère et la peur. Les deux sentiments peuvent alimenter des tendances politiques contradictoires d'ailleurs. La colère va alimenter les oppositions politiques contre la mauvaise gestion, on va parler de la mauvaise gestion de l'exécutif, etc. Donc colère, on nous a pas protégés, on a fermé des hôpitaux, on n'a pas respecté les règles de confinement, on n'a pas été efficace, etc. Colère. Et peur, j'ai besoin d'être protégé, j'ai besoin de pouvoir continuer. Alors pour l'instant, le problème se pose pas encore, mais on pourra avoir des problèmes logistiques d'approvisionnement alimentaire. Je pense qu'on aura, dans les semaines et les mois qui viennent, on va certainement commencer à parler d'une forme de gestion de crise des ressources alimentaires, parce que pour l'instant on n'a pas encore ce souci-là, mais il n'est pas du tout impossible que si la crise se dure un certain temps, elle puisse affecter notre appareil de production. Et donc, je ne parle pas simplement de production industrielle et économique, mais une production vivrière. Et donc, la
peur, ça va être la peur de manquer, la peur de ne pas être protégé, la peur de... voilà. Donc, ces deux tendances-là peuvent alimenter des offres politiques contradictoires. Pourquoi ? Typiquement parce que la peur, c'est essentiellement la peur face à l'inefficacité, la peur, les gens vont avoir besoin d'être rassurés. Ils vont avoir besoin d'être rassurés, et donc, globalement, leur vote, ou en tout cas leur attention va se porter essentiellement sur ce qui est susceptible d'améliorer l'efficacité générale de fonctionnement de la société dans laquelle ils vivent. Alors la colère va plutôt alimenter les oppositions politiques, ça paraît évident. La peur peut alimenter une partie des oppositions politiques, mais pas forcément. Je veux dire par là que si vous avez peur, et globalement le constat que vous faites à l'issue de cette crise, c'est que si ça n'a pas été géré parfaitement, c'est le moins qu'on puisse dire, la question qui se pose, c'est celle de l'efficacité de fonctionnement général de la société dans laquelle vous vivez. Vous allez vous poser la question de savoir quand vous allez voter, si vous votez pour des gens qui, au-delà de leur analyse, de leur critique, etc., ont des capacités opérationnelles. C'est-à-dire en clair la possibilité de prendre en charge des crises, de disposer d'un personnel politique compétent et capable d'affronter ce genre de situation avec efficacité. Et là, efficacité, ça veut dire apporter des solutions, clairement. Apporter des solutions, mais les mettre en œuvre. C'est-à-dire que c'est pas simplement dire qu'il faut, c'est être capable de le faire. C'est-à-dire que on sait que ce qui bloque considérablement les périphéries politiques, quelles qu'elles soient, on va dire, qu'elles soient de gauche ou de droite, enfin de droite radicale ou de gauche radicale, appelez ça comme vous voulez, on va dire mélancholo-le-pénisme, c'est pour l'essentiel, c'est 80% de la périphérie politique. Et des écologistes d'ailleurs, mais bon bref, globalement mes écologistes sont à l'intérieur et à l'extérieur du cercle. En gros, globalement, ce qui bloque ces forces politiques-là depuis des années, en particulier le Rassemblement national, c'est pas tant que les gens se méfient ou partagent pas un certain nombre des options idéologiques avancées par Marine Le Pen notamment, mais c'est sur sa possibilité, ses capacités opérationnelles. Donc là, on ne lui fait pas on doute de sa capacité de pouvoir gérer les choses efficacement, de prendre en charge l'État et de pouvoir s'acquitter de cette tâche efficacement. Donc la question va rester ouverte, c'est-à-dire qu'à l'issue de cette crise, il y aura effectivement la colère qui va alimenter la périphérie politique, mais il y aura aussi un besoin assez logique d'être assuré sur les capacités opérationnelles des équipes susceptibles d'assurer l'exécutif demain. Et là, il n'est pas du tout sûr que les oppositions politiques en profitent. Pas du tout. Parce que les gens, ça c'est les réflexes légitimistes, les gens par définition, ils préfèrent quand même porter leur vote ou leur implication politique sur des personnalités qui ont fait la preuve de leur capacité, ou en tout cas qui ont le crédit et dont on se dit qu'elles seraient capables de prendre en charge l'appareil d'État, plus que vers des partis politiques qui, si elles ont raison peut-être parfois sur le fond, ne semblent pas en situation d'apporter une alternative générale de fonctionnement au pays. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, à mon avis, on aura plus. Moi, je le vois comme ça, mais je peux me tromper. Certains diront, ça va booster en fait les oppositions politiques. On va dire Mélenchon d'un côté qui va pouvoir surfer sur. On vous l'avait bien dit, il fallait pas fermer les hôpitaux. On vous avait bien dit, il fallait pas tuer le service public. On vous l'avait bien dit, il fallait faciliter l'inclusion sociale. Regardez ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. On vous l'avait bien dit, la désindustrialisation à l'Union européenne, c'est foireux. Et puis côté Marine Le Pen, on vous l'avait bien dit, il fallait fermer les frontières. On vous l'avait bien dit. Il fallait relocaliser la production industrielle et on vous l'avait bien dit, il fallait renforcer les services publics. Donc, et restreindre l'immigration et la libre circulation des personnes. Donc, globalement, cette thématique-là va se retrouver renforcée sur le plan idéologique, mais en même temps, le principal frein à la montée, ou à la traduction, électorale et politique de cette attente qui va se retrouver mécaniquement renforcée par cette crise, et n'aboutira pas forcément à la montée ou à la montée en puissance de ces partis politiques-là. C'est pas sûr du tout. Je veux dire, pas pour la raison que je vous ai indiquée, c'est-à-dire que si demain une fausse alternative politique, diront certains, mais en tout cas une alternative politique avec des gens issus, de l'appareil d'État, mais qui auraient fait leur mea culpa, typiquement on a vu
Bruno Le Maire expliquait qu'il fallait changer notre façon de voir la politique industrielle de la France, qu'il fallait relocaliser, etc. Bon bref, on s'attend de toute façon à ce que les gens en place, et le pouvoir en place, et je dirais le système de production des élites en place, soient en partie capables de modifier son discours et d'être capable de faire des revirements à 180 degrés sur pas mal de sujets. Donc est-ce que les gens à ce moment-là préféreront avoir machin qui s'est certes planté mais qui a quand même assuré la gestion de crise, ou Marine Le Pen, Sébastien Chenu et Philippe Pardon pour assurer la gestion de l'État derrière. Je pense qu'il n'y aura pas photo. Donc je m'attends plutôt en fait à ce que une alternative politique en fait biberonnée, je dirais quand même à l'intérieur des cénacles des partis politiques actuels, mais capable de faire son mea culpa sur, en gros, la mondialisation, l'industrialisation et les services publics, soit capable de récupérer le mécontentement général pour le futur. Je vois ça plutôt comme ça. Sauf, bien sûr, et là je pourrais me tromper complètement, est-ce que les oppositions politiques, typiquement Rassemblement National et la France Insoumise, fassent la démonstration de leur capacité opérationnelle. On peut être surpris, mais à ce jour, je pense que ça restera malheureusement pour eux le principal frein à leur capacité de pouvoir engranger électoralement, politiquement, les résultats du basculement idéologique dans la population sur un certain nombre de sujets. Dans cette recomposition ou nouvelle donne politique, on va le dire comme ça, les abstentionnistes, est-ce qu'on sait un petit peu quelles sont les valeurs qu'ils peuvent porter ou qui pourraient les inciter à se décider ou à se mobiliser? Est-ce que c'est parce que c'est quand même eux aujourd'hui qui peuvent faire basculer Oui, mais c'est la colère. C'est-à-dire que là, c'est le phénomène que vous retrouvez dans toutes les révolutions dans l'histoire, c'est-à-dire 1917, enfin dans tous les pays où il y a eu des basculements de pouvoir. Lorsque vous avez des stress sociaux qui se mettent en place, c'est-à-dire des phénomènes de contamination, là on parle toujours de contamination, c'est toujours un phénomène viral, la colère. Donc lorsque vous avez des stress sociaux qui se mettent en place, ces stress sociaux produisent plusieurs besoins, enfin induisent plusieurs points. Le premier de ces faits, c'est qu'un stress social renforce la cohésion. A priori, c'est Rainer Muhlmann qui parlait de la production des cultures par la guerre. C'était une image, mais en gros, il expliquait que ce sont les périodes de crise, de stress sociaux intenses, typiquement la guerre, mais pourquoi pas des épidémies aussi, peuvent déboucher sur des basculements et aussi sur de la production de culture, c'est-à-dire la formation de communautés politiques qui produisent des institutions dans l'histoire et qui, etc., etc. Donc, on sait que les périodes de colère, les stress sociaux, d'une façon générale, quelles que soient leurs causes, favorisent les basculements, les changements, les ruptures, etc. Elles renforcent aussi les réflexes grégaires et moutonniers. Comme je vous l'ai expliqué, c'est pas parce que vous avez peur que vous allez prendre des risques, au contraire. Donc, mais les abstentionnistes, ce sont des gens qui sont globalement, pour des raisons X, Y, Z, considèrent que le jeu électoral n'a plus beaucoup d'importance, que les pouvoirs sont ailleurs, ou qu'il est inutile de voter parce que de toute façon ils tomberont toujours sur les mêmes, ou que le personnel ou l'offre politique est inadaptée. Bref, il y a des tas de raisons qui font que les gens ne vont plus voter. Et il est possible qu'une partie de cette population se décide à se mobiliser. Dans quel sens elle le fera ? Il n'est pas du tout évident de le savoir. Mais ce que je vous ai indiqué reste valable pour les abstentionnistes comme pour les autres. Deux réflexes partiellement contradictoires, la peur et la colère. Il faudra suivre ça plus après. Moi, je suis pas un spécialiste de politique électorale, donc je sais pas exactement comment ça va se mettre en place. Ce que je vous dis là est très, en toute modestie, au doigt mouillé, si je peux dire. Donc c'est un peu comme ça que je vois l'évolution des choses. Ça dépendra beaucoup des acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que, encore une fois, quelles sont les réponses apportées par les acteurs politiques, les partis, les formations politiques, que ça soit dans la majorité entre guillemets, c'est-à-dire au cœur du dispositif de pouvoir, pas forcément le gouvernement actuel, mais au cœur du dispositif de production d'élite occidentale, ou à l'extérieur, rien ne le dit. Est-ce que demain des actions en justice, des procès, des mises en cause X, Y, Z accéléreront la décrédibilisation des médias, la décrédibilisation des élites, la décrédibilisation du personnel politique? C'est probable aussi.
je vois plutôt ça comme ça, et encore une fois, je pense que cette épidémie va agir comme une sorte de bombe à fragmentation sociale, ça me paraît évident, qui va faire ressortir non seulement je dirais les incohérences, on va dire je dirais, la non-résilience des sociétés dans lesquelles nous vivons, On va y venir. Des raisons qu'on n'a pas encore évoquées, mais va faire aussi très probablement accélérer l'histoire, c'est-à-dire très probablement bouger un certain nombre de lignes. Mais je ne suis pas du tout sûr que ça se traduise ou ça aboutisse mécaniquement à des basculements politiques. Pas trop de certitude. J'avais assisté avec vous à une de vos conférences en Berry en avril 2016, et lors de cette conférence, vous aviez dit, alors je ne sais plus, c'était dans le contexte d'un réveil des âmes capables d'agir, mais globalement que les chefs se lèvent, que de nouveaux chefs se lèvent. Quelles sont les vertus de ces hommes capables de changer le destin? C'est un peu c'est très compliqué comme question. En fait, dans toutes les périodes de stress, vous avez une accélération de l'histoire et donc une accélération du processus de renouvellement des élites. Bon, ça c'est un fait, c'est-à-dire que effectivement le processus de renouvellement des élites, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que des gens sont mis sur la touche, d'autres apparaissent, et plus les événements sont incertains, plus les stress sont importants et radicaux, et plus la probabilité pour que des gens qui n'ont pas été triés par, on va dire, le dispositif de production d'élite dans le monde occidental notamment depuis des années, puissent en quelque sorte changer les règles du jeu. Ça c'est possible. Donc effectivement, il y a je pense que c'est ce que vous aviez dû comprendre de ma conférence à l'époque, c'est que à toutes les époques, quand il y a du stress historique, il y a forcément des gens qui émergent et des gens qui se révèlent en quelque sorte, soit parce qu'ils ont l'intelligence d'apporter des solutions aux problèmes, soit parce qu'ils sont capables de canaliser ou de détourner à leur profit les stress sociaux, les colères populaires, les mouvements de foule, etc. Bref, il y a beaucoup d'éléments qui sont susceptibles de le produire. Je crois qu'à ce stade, ce qu'on peut dire, c'est que on n'est pas encore dans un stress énorme. On est dans un stress, mais un stress qui est très relatif. On n'est passé par la grande peste, c'est pas les épidémies de peste noire du Moyen Âge en Europe. C'est un stress social, on va dire, c'est un crash test. Qui va très probablement bouleverser ou accélérer un certain nombre de choses, mais on n'est quand même pas dans une situation très révolutionnaire pour des tas de raisons. Et donc je pense que si ce processus, en quelque sorte, si cette phase aboutit à une accélération du processus de renouvellement des élites, à l'émergence de nouvelles têtes, rien ne nous dit que ces nouvelles têtes seront plus efficaces, plus sympathiques ou meilleures que les précédentes. Hein. Ou qu'elles arrivent à s'organiser, parce qu'on l'a vu avec les Gilets jaunes, il n'est pas sorti grand-chose finalement. Oui, les Gilets jaunes, c'est une jacquerie. Je vous rappelle un petit élément symbolique quand même. Hein. Les Gilets jaunes, pour moi, c'est un moment assez intéressant et très important. Une des premières choses qu'ont fait les Gilets jaunes, ça a été de s'emparer des ronds-points à l'entrée des villes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les premières manifestations. C'est d'ailleurs à ça que s'est attaqué le pouvoir en premier, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas opposé aux manifestations en tant que telles. Les manifestations, c'est venu. L'opposition, le blocage des manifestations, le contrôle des manifestations est venu bien après. Ils ont bien analysé la situation, ils ont compris qu'en fait, fondamentalement, c'était de ces lieux de vie qui étaient en train de se constituer, c'est-à-dire de ces espaces de vie qui étaient des espaces communautaires, des espaces conviviaux, qui étaient en train de se mettre en place sur les ronds-points, qui était le danger. Et je pense qu'ils se sont attaqués très vite à ça pour ces raisons-là. Qu'est-ce qu'ont fait les Gilets jaunes? Ils se sont emparés des ronds-points. En s'emparant des ronds-points, ils faisaient quoi? Si on réfléchit 2 secondes. Ils se mettaient en situation de contrôler ce qui entrait et ce qui sortait. Voilà. Dans une société où il faut absolument que tout circule vite, où on puisse assurer la libre circulation des biens, des denrées, des idées, des personnes, etc., dans une société de la fluidification, de la liquéfaction en quelque sorte, les Gilets jaunes reprenaient le contrôle des axes de circulation et bloquaient symboliquement, n'ayant pas toujours conscience de la portée, je dirais,
idéologico-politique de ce qu'ils faisaient, bloquait la libre circulation des biens et des personnes. Ils décidaient en quelque sorte qui entrait, qui sortait, et pourquoi, et dans quelles conditions, etc. Bon, on pourrait discuter beaucoup de ce qui est devenu ce mouvement, comment il a été détourné, modifié, quel impact il a eu, etc. Moi, j'ai eu beaucoup de sympathie pour ce mouvement. Mais si je reviens sur cet élément-là, c'est parce que précisément, il préfigure tout à fait, à mon avis, la réponse qui sera apportée par une partie de la population et le fait que ce sentiment comment dire, ce besoin de protection, ce besoin de contrôle, ce besoin d'avoir prise sur ce qui a pris sur nous, ne fera que s'en trouver renforcé. Et chaque stress social conforte ça. Les gilets jaunes, c'est ça. Les gilets jaunes, c'est nous voulons pouvoir décider chez nous de ce qui est bon pour nous, nous voulons avoir prise sur ce qui a prise sur nous, c'est le sens du référendum d'initiative populaire ou citoyenne, etc. Donc derrière ces mouvements, et derrière aussi très probablement les constats qui seront renforcés par cette épidémie, c'est tout le processus de mondialisation, c'est tout le processus d'interdépendance qui n'est qu'en fait une dépendance généralisée, c'est tout le processus économique qui est remis en question et on ne voit pas toujours jusqu'où il peut l'être, mais évidemment, moi qui travaille sur le localisme déjà depuis pas mal de temps, pas mal d'années, j'ai vu tout ça avec plaisir. Et je vois aussi que derrière cette épidémie est en train de se mettre en place globalement, se conforte cette idée dans une majorité de la population qu'on ne peut plus continuer à subir et que donc la nécessité de à nouveau avoir pris sur ce qui a pris sur nous, c'est-à-dire de ne pas se contenter d'être une zone de passage de marchandises ou de population sur un territoire aménagé pour recevoir des touristes, n'est pas un avenir viable, n'est pas un avenir possible, n'est pas un avenir viable. Et que donc la question de la résilience va se poser à nouveau. Sur l'aspect démocratique, ou en tout cas de demandes qui vont émerger des populations, justement, est-ce que le plus de démocratie va pouvoir émerger ou est-ce qu'on va aller vers plus de sécurité? Et est-ce que les deux sont forcément incompatibles? Plus de protection, ouais. Un retour des besoins primaires. C'est deux. Là encore, ce sont deux attentes qui sont en partie, qui peuvent éventuellement s'alimenter l'une l'autre, mais qui peuvent aussi se contredire. Besoin de sécurité, puis besoin de liberté. La liberté, derrière la question de la souveraineté, c'est-à-dire derrière la question de la résilience et de la souveraineté, il se pose la question de l'autonomie, de la souveraineté. La souveraineté, je parle souvent de souveraineté profonde, c'est-à-dire une souveraineté qui ne se limite pas en quelque sorte à celle aux capacités, aux marges de manœuvre de l'État sur sa population et vis-à-vis des autres États et des autres populations, mais une souveraineté qui puisse se penser de l'individu, de la famille à l'État. C'est-à-dire, en gros, comme le disait Adler dans le monde de la psychanalyse, c'est la capacité de puissance, c'est-à-dire notre capacité de pouvoir exercer notre puissance sur nous-mêmes, pour nous-mêmes, sur notre propre milieu, sans être sous la coupe, la domination, l'effet de prise de décision ou de facteurs sur lesquels on n'a pas prise. Donc, encore une fois, avoir pris sur ce qui a pris sur nous. Donc ce besoin-là, il est fort, mais il est en partie contradictoire avec certaines des solutions qui peuvent être proposées pour régler ce problème-là. Si ce qui domine, c'est le besoin de protection, eh bien ça alimentera mécaniquement un retour vers, on va dire, l'État, c'est-à-dire besoin de protection de l'État, renforcement de l'État, renforcement des capacités de contrôle de l'État, politique sécuritaire d'une façon générale. Et là, on va dire que c'est l'alternative politique actuellement au macronisme, pour faire simple, c'est-à-dire à l'idéologie dominante dans le cœur du pouvoir. C'est pas tellement ma façon de voir les choses, et il n'est pas évident que ce type de solution ne débouche sur autre chose que sur une sorte de mouvement de balancier entre étatisme et libéralisme, sachant que l'étatisme, c'est aussi le choix qu'ont fait un certain nombre de pays qui fliquent littéralement leur population. Je ne sais pas si vous avez vu ces images à Wuhan il y a quelques semaines où on voyait des gens parqués dans leurs immeubles. On a la même chose maintenant dans le cœur de Paris, mais des gens parqués dans leurs immeubles et en train de hurler aux fenêtres.
de crier leur rage, leurs espoirs, leur soutien, etc. On avait vraiment l'impression d'être dans un zoo, quoi. Enfin, je veux dire, c'est valable aussi pour nous. Je veux dire, on a l'impression que c'est effrayant comme image. Et cette image-là, pour moi, c'est une perte de dignité, si vous voulez, de la personne. C'est une réduction. Enfin, je veux dire, c'est la consécration de la cheptélisation, de la mise en troupeau, en quelque sorte, des populations par l'appareil d'État et par le marché depuis des décennies. C'est l'aboutissement de tout ça. Donc, j'ai jamais cru que nous devions en fait, je n'ai jamais cru que nous devions en fait nous limiter à une alternative politique entre étatisme, national-étatisme en quelque sorte, et libre-échangisme. Je crois que c'est une fausse en fait alternative politique. Je crois que d'ailleurs les deux alternent assez efficacement dans pas mal de pays occidentaux. Je regarde aux États-Unis, vous avez l'alternance des deux, on va dire des deux sensibilités avec ce qui va derrière, libéralisme politique, mais libéralisme social aussi, etc. En Angleterre, Theresa May, qui était donnée comme Boris Johnson, maintenant plus récemment, on peut encore lui reprocher ce qu'il a fait, parce qu'il n'a pas fait grand-chose pour l'instant, il y en est arrivé, enfin il a simplement tenu la parole et mis en œuvre un référendum qui a été voté majoritairement par la population, quoi qu'on en pense. Donc, mais si on regarde Theresa May, qui était donnée comme un modèle politique par notamment Marine Le Pen il y a encore un an, le bilan de Theresa May, c'est le renforcement des lois sécuritaires, c'est la surveillance, c'est la mise en place d'une législation qui est la plus liberticide au monde en matière de droits des personnes et de surveillance généralisée. C'est une migration augmentée de près de 600 000 personnes 580 000 personnes par an. Enfin, c'est un bilan qui est absolument désastreux. Alors oui, on a eu un renforcement de l'appareil d'État, des capacités de contrôle de l'État sur sa population, mais pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Donc, cette offre de ce besoin de protection, il va évidemment, a priori, être détourné vers l'étatisme par les oppositions politiques actuellement sur le marché, si je puis dire, sur le marché électoral. Je suis pas du tout certain que nous devions nous contenter d'assister, je dirais passivement, à cette fausse alternance entre État-nation ultra sécuritaire et industriel et libéralisme tout azimut pour les 30 prochaines années, parce que c'est pas une alternative, c'est simplement à la fin du point de vue de ce que l'on est, du point de vue de nos libertés, du point de vue de notre identité, du point de vue de notre résilience fondamentale civilisationnelle et notre résilience au quotidien, c'est absolument insupportable cette alternative. Et sur cette l'expression que vous avez utilisée de souveraineté orientée que j'aime bien finalement, parce qu'elle nous ramène quand même à l'idée de se protéger d'un protectionnisme. Pour vous, elle doit s'incarner au niveau français ou au niveau européen ? Ou les deux successivement ? La question protectionnisme versus localisme est une question intéressante. En gros, si vous voulez, le protectionnisme, c'est l'idée qu'on s'intéresse en fait à la membrane de la cellule, c'est-à-dire on met en place en fait un système à l'extérieur du corps qui va permettre d'assurer la liberté des échanges à l'intérieur. En gros, c'est libéralisme à l'intérieur et protectionnisme à l'extérieur. Bon, pour faire simple. En gros, ça c'est la doctrine de la droite nationale depuis 40 ans. Bon. Avec des variantes, Marine Le Pen a renforcé l'aspect étatique, etc. Mais globalement, c'est à peu près la même chose. Le localisme, c'est l'idée qu'on va filtrer entre ce qui est national et ce qui n'est pas national. Simplement, le localisme, c'est autre chose. Quand vous êtes à Strasbourg, vous êtes quand même beaucoup plus proche de Karlsruhe, qui est de l'autre côté de la frontière en Allemagne, que vous l'êtes de Brest ou de Nice. Et je dis ça parce que le localisme, par définition, c'est la mise en place dans l'organisation sociale, politique et surtout dans la production, la satisfaction des besoins, des 3 premiers besoins de la pyramide de Maslow, se soigner, se protéger et s'alimenter, c'est la mise en place de mesures qui assurent aux populations où elles sont leur capacité de satisfaire à leurs propres besoins. En gros, et pour faire très simple, on va pas faire une émission sur le localisme, il doit y avoir une vidéo en ligne, un entretien que je donnais au cercle Léo Lagrange il y a quelques temps sur ce sujet, mais en gros c'est ça. Donc le localisme n'est pas le nationalisme économique. Ce sont deux choses de logique totalement différentes. Voilà. Si on appelle localisme
le fait de nationaliser l'appareil industriel ou de faire du contrôle aux frontières, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, parce que ça peut faire partie de la batterie de décisions à prendre, mais on confond les choses. L'un n'est pas l'autre. Le localisme, ça n'est pas le nationalisme économique. Comme d'ailleurs la remigration, ça ne veut pas dire foutons-les tous dehors. Voilà. Donc je sais qu'il y a une partie des gens qui ont des capacités intellectuelles limitées et qui ont besoin de slogans, mais il ne s'agit pas de ça. Donc ça veut dire que le localisme, c'est cette idée simple que la souveraineté n'est pas simplement une affaire nationale, une affaire d'État, mais c'est quelque chose qui est bon et qui doit être recherché à tous les niveaux de la société. Voilà. Ça doit être, c'est une question qui se pose, c'est la question de la liberté en politique, la souveraineté. Et un souverainisme profond, c'est un souverainisme qui n'envisage pas la question de la souveraineté, de la résilience et de l'autonomie simplement du point de vue de l'État et du point de vue de la nation, mais qui l'envisage et ce que ça implique en termes de liberté de mouvement, de liberté de circulation, de liberté de commerce, etc. Mais qui met en place, en fait, c'est une politique qui vise en quelque sorte à favoriser la résilience locale et la possibilité pour les populations de satisfaire la part la plus large possible de leurs besoins fondamentaux par eux-mêmes. La part la plus large possible de leurs besoins fondamentaux par eux-mêmes. Donc, c'est les 3 premiers étages de la pyramide des besoins de Maslow, c'est-à-dire se soigner, se protéger, se nourrir. Voilà. Donc, tout État réellement souverainiste, ou toute politique réellement souverainiste, devrait avoir, et cette épidémie nous le rappelle plus que jamais, devrait avoir pour souci, en quelque sorte, de permettre à ce type de politique d'être mise en œuvre, parce que là, on a une crise qui est une crise sanitaire, mais on peut avoir une crise monétaire demain matin, qui aboutirait aussi à des gros problèmes. Il faut, dans tous les domaines, il n'y aura pas de politique souverainiste au niveau de l'État ou au niveau national, voire même au niveau européen. Il n'y en aura pas si les États en question sont à la merci de faiblesses structurelles qui font que les populations sont... Aujourd'hui, on n'a pas d'autonomie, par exemple, en termes de production de médicaments. Alors, je veux bien qu'on parle de l'euro. Ça fait des années que les souverainistes nous bassinent avec l'euro et l'Union européenne depuis des années sur le thème on n'a pas de souveraineté parce qu'on n'a pas notre monnaie. On n'a pas de souveraineté parce qu'on importe du fourrage pour nourrir notre bétail, on n'a pas de souveraineté parce qu'on produit plus nos médicaments, on n'a pas de souveraineté, etc., etc. Donc ces critères-là, c'est-à-dire cette capacité pour un pays, pour des communautés, de pouvoir satisfaire leurs besoins par elles-mêmes où elles sont, c'est quelque chose de fondamental. Voilà. Et donc, c'est effectivement une des questions qui doit être posée, qui ressortira très probablement de l'expression des besoins, des stress à l'issue de cette crise, c'est comment améliorer la résilience des sociétés. Et on améliore la résilience des sociétés pas simplement en délimitant des frontières, c'est-à-dire des lignes à l'intérieur desquelles on fixe des règles particulières qu'on essaie d'isoler ou de protéger à l'égard de l'extérieur, parce qu'il y aura toujours des discussions pour savoir s'il faut le faire avec l'Allemagne, avec l'Italie ou avec le machin. La question se posera de savoir comment, localement, une population peut faire face à des stress fondamentaux que j'ai énumérés tout à l'heure, sans avoir à s'appuyer sur un État situé à 800 km, un appareil étatique déficient, une monnaie qui se casse la gueule, une épidémie, une invasion, bref, voilà. C'est une question qui est une question logique et qui va, à mon avis, qui devrait, en tout cas, faire partie des débats, être remis au premier plan des débats dans les mois qui viennent. Dans cette recherche d'équilibre, Laurent Ozon, entre sécurité et liberté, entre préservation du localisme et puis de réussir à être fort à l'extérieur, est-ce que le fédéralisme helvétique n'est pas une source d'inspiration ? Oui, on s'éloigne beaucoup de la question de l'épidémie de Covid-19. Après, il y a les... Non, mais c'est ce qui va arriver après. Enfin, comment on peut rebâtir quelque chose si jamais ça s'est remis en cause ? Bon, d'abord, on rebâtit pas quelque chose. Il y a des gens qui disposeront du pouvoir et qui auront la possibilité d'influencer ou de transformer la société dans laquelle on vit. Et donc, la capacité de transformer, elle dépend pas de notre émission d'aujourd'hui, ni de l'idéologie, ni de ce qui va pouvoir être raconté chez vous ou ailleurs. Elle va dépendre de qui sera en situation d'exercer la puissance.
Voilà, donc c'est à ça que ça se résume. Donc ça veut dire que typiquement, on peut avoir toutes les bonnes idées, on peut même avoir tout à fait raison et perdre tout à fait aussi. Donc ce qui, en dernier lieu, crée les conditions de l'action politique et de la transformation du monde, de la transformation de la société, c'est l'exercice de la puissance concrètement. Donc il n'y a pas de, on peut penser très bien et ne jamais être en situation de mettre en œuvre quoi que ce soit dans le domaine du réel. Donc j'ai pas tellement envie, si vous voulez, de poursuivre sur le terrain ce qu'il faudrait faire, parce que ça j'ai déjà, mon compte plaisir, c'est que j'ai déjà développé ailleurs. Mais je rappelle simplement que c'est la seule chose qui compte, c'est pas d'avoir raison, c'est de pouvoir faire ce qu'on a la possibilité de faire, c'est-à-dire la possibilité de détenir une forme de puissance qui nous permet d'avoir prise sur les événements. Ok, c'est un point important et effectivement il fallait le rappeler. Sur les forces politiques et la recomposition de ce que je vais appeler le bloc populaire, la stratégie du Rassemblement national. Alors je ne parle pas des hommes du Rassemblement ou des femmes du Rassemblement national, mais sur la stratégie d'essayer de regrouper tous les souverainistes. Est-ce que ça vous semble avoir du sens justement pour se mettre en situation d'exercer la puissance en rassemblant de manière assez large? En théorie, il y a effectivement un bloc populaire, c'est-à-dire qu'il y a une masse de la population qui attend la régénération de l'État et la prise en charge par l'État des failles ou de la faillite, ou du désengagement ou de la ruine de leur mode de vie, de leurs services sociaux, de leurs institutions, etc., etc. Donc il y a une attente, ça c'est clair. Et cette attente, elle est répartie dans le champ politique entre des partis qui, sur d'autres aspects, sont en concurrence. Bon, d'abord, même si ces partis étaient strictement alignés idéologiquement, c'est-à-dire étaient très proches idéologiquement, on peut parler par exemple de Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan et du Front National, on voit que c'est pas parce que vous êtes d'accord sur l'essentiel que vous êtes en situation de faire des choses ensemble. C'est-à-dire que concrètement, vous avez des forces politiques qui sont quand même des forces politiques concurrentes du seul fait qu'elles existent séparément. Bon, ça c'est le premier point. Donc la puissance, c'est une raison suffisante à l'opposition et en quelque sorte à l'opposition de puissance. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est entre des forces politiques comme Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise et puis le Rassemblement National, il y a, j'ai pas besoin de faire un dessin, on va pas, il y a des différences et donc ils sont, selon qu'ils réussiront à faire prévaloir, je dirais, leurs analyses et leur sens opérationnel, et il y aura des possibilités évidemment de capter une partie de ce vote populaire, de ce bloc populaire. Le plus prévisible, à mon avis, c'est que ces formations politiques resteront bien sûr totalement inassimilables l'une avec l'autre, au moins parce que côté Mélenchon, on est pour le localisme, mais on est quand même pour la libre circulation des personnes, ce qui évidemment est totalement contradictoire, et au moins aussi parce que du côté de Marine Le Pen, on est pour le localisme, mais on est surtout favorable au renforcement des prérogatives de l'État, avec ce que ça implique précisément. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs la façon dont leurs candidats sont sélectionnés partout à chaque élection locale, à partir de Paris et de leur siège à Nanterre, parce qu'on est pour le localisme, mais on est surtout favorable à une structure politique centralisée et à un État fort. Donc, il n'existe pas aujourd'hui d'une force politique capable de faire la synthèse, d'abord de capter ces aspirations de ce bloc populaire et de faire la synthèse pour résoudre en quelque sorte les incohérences, les contradictions ou les déficits de capacité opérationnelle de ces propositions politiques-là, de ces partis politiques-là. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Écoutez, moi j'arrive quasiment à la fin de l'émission. Avant de vous laisser peut-être la parole pour des éléments de conclusion ou le mot de la fin, une dernière question sur la notion de résilience, parce que j'aimerais bien juste qu'on creuse un petit peu plus le sujet. Se réapproprier les choses, reprendre en main son destin. Comment vous décririez le début d'une démarche de résilience pour quelqu'un qui en a jamais fait l'effort, ou comment éveiller les consciences sur ce sujet-là? Alors je vais vous répondre de façon imagée, on va dire. Louis-Ferdinand Céline disait: au commencement était l'émotion. Donc je ne crois pas que les basculements de société, comme les changements de comportement, aient pour soit à l'origine en quelque sorte le résultat d'une rationalisation, d'une prise de conscience idéologique ou d'une prise de conscience logique. Je
crois que la majorité des gens, en quelque sorte, pensent comme ils agissent plutôt que l'inverse. Donc ça veut dire que vous pouvez pas faire évoluer une société parce que vous persuadez les gens qu'il faut penser bien. Donc voilà, au commencement était l'émotion, ça veut aussi dire que l'émotion, c'est-à-dire le stress, est producteur d'histoire. Et donc, on l'a vu notamment avec le phénomène des Gilets jaunes, c'est au moment où les stress s'expriment que des naissances, que des mouvements peuvent prendre leur source, en quelque sorte, que des fleuves même peuvent prendre leur source, et donc se donner les moyens d'accéder à la puissance politique, c'est-à-dire d'avoir prise sur les événements. Donc moi c'est je dirais le côté, enfin c'est ce que j'attends de voir poindre, c'est-à-dire c'est effectivement ce paramètre-là. Il y a la résilience, elle peut se penser au niveau individuel, voilà. Je crois que la question de la liberté est une question fondamentale, pas simplement la liberté abstraite, c'est-à-dire la capacité de pouvoir dire et faire ce qu'on veut sans que ça ne puisse jamais avoir un début de commencement de concrétisation en votre vie quotidienne, mais la vraie liberté, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir décider pour vous de ce qui vous concerne, de pouvoir décider chez vous de ce qui est bon pour vous et le fait d'avoir pris sur ce qui a pris pour vous. Donc c'est bien la question de la souveraineté fondamentale, la souveraineté profonde qui est en question, et toute cette crise précisément révèle cette nécessité. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas certain que, même si elle s'en trouve renforcée mécaniquement, je ne suis pas certain que les oppositions politiques aient encore totalement pris la mesure de cette nécessité, ou cette nécessité d'articuler une réponse qui ne soit pas une réponse à un besoin de protection qui ne se limite pas au planisme et à l'étatisme. Donc, j'espère que les stress et donc l'émotion vont provoquer aussi l'envie pour certains d'offrir des alternatives politiques, ou en tout cas vont faire émerger des personnalités qui permettront un renouvellement de l'horizon politique. C'est de toute façon comme ça que ça bougera, sauf à ce que on soit dans un scénario plus catastrophiste encore que celui que j'ai anticipé, ce qui est loin d'être impossible, et que cette situation, en fait cette crise, ne marque que la première phase d'une déconstruction totale du système occidental. Ça m'a fait venir une autre question, j'en suis désolé avant de vous laisser là. Est-ce que l'avenir sera altruiste ? Est-ce que de nos capacités à nous organiser, à travailler ensemble Oui, j'ai bien compris. Je prenais 2 secondes pour réfléchir au sens de votre question, et puis aussi à ce que ça veut dire pour moi. C'est toujours la question de la coopération. Tiens, je viens de faire tomber une bouteille de vin vide. C'est toujours la question de la coopération et de la compétition qui se pose. Donc, les deux, en fait, sont des nécessités. Les deux coexistent. Certains voient dans la coopération une forme de compétition, une forme de mise en œuvre de la compétition, une rationalisation de la compétition. Et certains voient dans la compétition une façon d'établir une forme de coopération. Dans les faits, l'altruisme, si c'est l'altruisme est jamais, enfin, je vais pas vous faire de la sociobiologie là, mais bon, l'altruisme est un sentiment qui peut résulter, la coopération, l'altruisme peuvent résulter de beaucoup de paramètres, mais de beaucoup de choses. Elles peuvent être produites aussi artificiellement. Bon, typiquement, l'altruisme en temps de guerre, hein, typiquement. Quand une population entière avait été soudée par des actes de stress et s'était violemment jetée dans un effort de guerre pour, je sais pas, la deuxième partie de la guerre de 14-18, quand des populations font face à une épidémie, etc., on a effectivement un renforcement de certains comportements altruistes. Mais ces comportements altruistes sont orientés, c'est-à-dire qu'ils ne s'adressent pas à tous, ils ne sont pas indistincts. Un comportement altruiste, c'est un renforcement de la cohésion interne, s'accompagne toujours aussi de la désignation d'un adversaire ou d'un ennemi, ou en tout cas d'un groupe ou d'une personne qui, en quelque sorte, fait obstacle à la conduction du stress. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'altruisme, la coopération et la volonté le besoin de cohésion du groupe s'accompagne, d'éléments positifs, ce qu'on aime voir en positif, ce que vous appelez altruisme, coopération, dévouement, solidarité, etc., mais aussi de désignation, de polarisation politique, de désignation d'ennemis, d'identification d'adversaires, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, en quelque sorte, bloquent et empêchent le groupe de se constituer pour faire face au stress qu'il affronte.
Donc dans les mois qui viennent, on aura les deux, très probablement. Ou d'affrontement, ou de tentative de médiation et de conciliation. Oui, mais ça, c'est des péripéties. Ça, là, on décrit les phénomènes nous sommes en train de décrire des tendances fondamentales. Après, la réalisation, l'efficacité dépendent de la qualité des acteurs, de leur capacité opérationnelle, de leurs moyens, de rapports de force, du terrain, du contexte, enfin beaucoup de choses. Mais les mouvements de fond sont ceux-là. Après, la façon dont ils s'articulent et sur la façon dont ils débouchent sur quelque chose de concret, sur des alternatives véritables ou sur des basculements, des changements d'organisation de pouvoir ou des changements parfois beaucoup plus profonds et beaucoup plus décisifs, ça dépend des acteurs eux-mêmes. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie pour cette émission. Laurent, je vous laisse le mot de la fin si vous avez quelque chose à rajouter, un commentaire. Non, je plus que jamais, j'essaye toujours plutôt que de satisfaire, je dirais, aux bas instincts et aux raccourcis et aux slogans, j'essaie toujours, et c'est pas toujours très facile à faire, parce qu'on le fait toujours un peu contre soi-même. Contre soi-même, c'est-à-dire qu'on est toujours tenté aussi par la colère, je suis pas à l'abri de ce genre de sentiments, la colère, par la peur, etc., mais j'essaye toujours de fournir plutôt des éléments pour prendre de la distance avec les phénomènes, avec les enjeux, plutôt que accompagner ou contribuer à l'hystérisation collective des comportements, parce que ça me paraît tout simplement plus utile dans le contexte que nous vivons. Moi, je vous remercie pour ce mot de la fin. Je le partage totalement. Comme dit souvent Gabriele Adinolfi, l'ennemi est en nous. Alors, mes camarades, à l'abordage et pas de quartier contre nous-mêmes. Merci, à bientôt.